Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision, édition de ce lundi 22 juin 2026 au lendemain de la fête de la musique. Nous allons rester politique ce soir en établissant une certaine comparaison, un tableau comparatif entre la participation des Camerounais aux élections municipales législatives de 2013 et la participation aux élections municipales législatives de 2020 pour observer justement que le taux de participation est plutôt décroissant et le taux d'abstention est plutôt croissant. Qu'est-ce qui peut justifier ce faible engouement des Camerounais relativement aux élections dites locales par rapport aux élections présidentielles qui ont quand même des chiffres assez considérables avec une cote assez positive, même si elle n'est pas excellente du tout en termes de taux de participation. Est-ce que les Camerounais s'intéressent moins à ces élections locales? Qu'est-ce qui peut freiner cet engouement? On va en parler avec nos invités ce soir, mais avant d'entrer pleinement dans cette thématique, on aura droit à notre tour dans les kiosques ce lundi. Qu'est-ce que les journaux proposent depuis ce matin? Et chacun de nos invités aura un mot à dire sur les principales unes qui seront présentées tout à l'heure par Romaric Noifeu. Accueillons nos invités. Julio Axel Diop, analyste sociopolitique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci de nous convier une fois de plus aux échanges de ce jour. Bonsoir aux panélistes que je retrouve ce jour, Simon Metsingue, Noah, un ami personnel, et le président Aimé Cyprien Odinga que je recevais autrefois sur mes plateaux. Merci de me donner cette occasion, Jean-Jacques. Je salue également vos nombreux téléspectateurs. Merci beaucoup. Accueillons justement le président Aimé Cyprien Odinga. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais saluer de manière tout à fait spéciale et patriotique tous les révolutionnaires du Cameroun, les militants et sympathisants ô combien nombreux du Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, mon parti, qui nous suivent en ce moment. Merci, monsieur le président du FDR, le Front démocratique révolutionnaire. Anissé Noah est enseignant, il est membre de la société civile, très présent et percutant sur les plateaux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux milliers de téléspectateurs et internautes qui nous font l'honneur et le plaisir de nous suivre lorsqu'on se retrouve, comme c'est le cas ce soir, pour débattre des sujets d'actualité. Merci d'être là, tout comme on accueille avec beaucoup de plaisir Simon Metsingue, qui est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC. Simon, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est pour moi un plaisir d'être des nôtres ce soir. D'accord, merci d'être là. On aura Maurice Kemou tout à l'heure, il est déjà tout à côté, homme politique, chef d'entreprise. Il va nous retrouver parce que Romaric est installé. Bonsoir Romaric. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir également à votre panel richement constitué pour la première livraison du Grand Soir sur Info Télévision. Bonsoir aux téléspectateurs. On prend nos stylos et nos calepins. Qu'est-ce que la presse nous a proposé depuis ce matin? Et pour ce matin, cet après-midi, nous sommes au cœur du quotidien Info Matin de Dieudonné Vin, qui revient effectivement sur cette actualité majeure autour de la sécurité transfrontalière. Yaoundé et Bangui qui sont en phase. Ils ont enfin décidé de s'entendre sur l'essentiel. Les problèmes de sécurité ne se règlent pas à coup de regards méfiants par-dessus la frontière. Le 18 juin, donc, du côté de Mocheboum, Betty Assomo et Biro ont acté la coopération concertée voulue par Paul Biya et le professeur Faustin Archange Touadéra. On arrête donc finalement de gérer les bandits chacun dans son coin et on mutualise les moyens. On peut le constater justement sur la photo. Jean-Jacques, tout le monde sourit. Sur le terrain, on attend donc de voir si ça tient plus longtemps que cette séance photo. Et puis Info Matin dans son numéro 2052, la petite une revient sur l'énergie vue par le directeur de publication Dieudonné Vin. Le 19 juin donc à Yaoundé, Gaston Ilundu Essomba a reçu l'ambassadrice d'Italie, Nathalie Sanguinetti, pour parler infrastructure énergétique. Le Cameroun et l'Italie qui se promettent donc de renforcer leur coopération. Non, en tout cas, on discute, on signe et on espère que cette fois, la lumière suivra. Le Direct Info, justement, revient sur cette actualité avec la Société camerounaise de l'électricité. Le journal de Samuel Mbonjok parle de cette équation à 1000 inconnus. Le président du conseil d'administration, Antoine Timi, revient effectivement et hérite d'un casse-tête qui ferait fuir un matheux. On parle d'une dette de 800 milliards
milliards de francs CFA, factures impayées par l'État et les fournisseurs, fraude massive, centrale thermique à financer, nouveau barrage à construire, réseau à étendre. Si donc la société camerounaise d'électricité finit par résoudre cela, on peut lui donner le prix Nobel de l'énergie et pourquoi pas c'est de la comptabilité le même jour. En attendant, on retient que les populations attendent une seule chose, avoir la lumière dans les maisons. Georges Alain Boyomo, à travers Mutation, parle de la Socadel avec le lourd héritage, le gouvernement qui remonte au créneau pour justement expliquer pourquoi l'électricité déleste encore entre 3000 cas de fraude en 3 semaines dans la capitale politique et même économique à Douala, des factures impayées, un réseau qui tient avec du scotch et même de la prière. Le constat est simple, la maison brûle depuis très longtemps, Jean-Jacques. D'ailleurs, une brigade anti-fraude a été justement mise sur pied. On sort les gendarmes désormais pour courir après ceux qui piquent le courant pendant que la Socadel tente donc de payer ses 8 milliards de francs CFA. Je le disais tantôt, les populations, elles retiennent une seule chose, on veut la lumière, pas la leçon d'histoire. De l'autre côté, justement, le journal de Nestor Ndiatou revient en petite une sur le transport urbain par moto-taxi avec la plus-value de Sico Motors sur la maîtrise donc de la sécurité. On parle de 12 communes à l'échelle de la nation qui sont impactées par Sicos Motors, soit à date un peu plus de 10 000 utilisateurs acteurs ressortissant justement de 16 nationalités, parfois insurcommables. En tout cas, l'actualité majeure à retrouver dans les colonnes de ce journal dans sa parution. Avant de retrouver l'actualité traitée par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana, qui revient effectivement sur le grand oral au Parlement ce lundi 22 juin 2026 après la plénière du 12 juin. 4 ministres repassent devant les députés pour répondre donc aux questions qui fâchent. Au menu, les féminicides pour le ministère de la Promotion de la Femme, le logiciel Aigle pour la fonction publique. Il faut justement expliquer pourquoi ça coince, pourquoi ça bug et pourquoi les citoyens n'ont pas l'impression que ça avance. Le Trier hebdomadaire, le soir, lui fait un focus sur le contrôle parlementaire avec le ministre de la Santé qui met le cap sur l'équité des soins. Vendredi 19 à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, a passé son grand oral devant les députés face aux inquiétudes sur l'accès aux soins. Il a d'ailleurs promis une couverture santé plus juste et misé sur la médecine préventive pour éviter que l'hôpital ne devienne d'ailleurs la seule option. De l'autre côté, le Levant de Jean-Jacques Zeu, mise effectivement en œuvre de Aigle. Il parle d'ailleurs de 53 525 fraudeurs qui ont été neutralisés. Le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, a donc fait le point devant les députés. Depuis janvier 2025, le logiciel Aigle a mis hors d'état de nuire plus de 53 000 fraudeurs. Ce sont les révélations à retrouver justement dans les colonnes du journal Le Levant dans sa parution de ce jour. Et au passage, il a aussi plombé le moyen-âge des dossiers et le favoritisme. Côté agent sérieux, le journal parle de 376 931 personnes qui ont vu leur avancement d'échelon et de classe passer automatiquement sans les lenteurs habituelles. Aigle qui gratte donc là où ça faisait mal dans la fonction publique. Restons à voir si les oiseaux de mauvais augure qui voulaient l'abattre à coups de calomnie vont se faire discrets maintenant. Et puis la voix des jeunes d'Ibrahim Iché fait une révélation assez particulière dans sa une. Il parle justement de cette grande rupture entre Cabal et Nouran. Après des mois de tensions internes, Cabral Ebi et Nouran Faustin ont officiellement tourné la page de leur collaboration politique. Le duo qui faisait d'ailleurs parler au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, se sépare et le parti en ressort d'ailleurs fragilisé. L'actualité est traitée justement une du journal La Voix des Jeunes dans sa parution. Quand les deux locomotives décrochent, tout le wagon se met donc à tanguer. L'avenir du PCRN repasse donc en mot d'interrogation et les militants se demandent si c'est un divorce définitif ou alors juste une pause stratégique avant la prochaine manche. La réponse est à retrouver en page 3 donc de ce journal. Et puis Jean-François Chanon à travers le Messager parle justement du Bring Back Our Gonso, j'y arrive, qui est donc bloqué en Allemagne. On parle de cette statue. Le 27 juin 2026, ça fera 4 ans que l'Allemagne a signé l'accord pour restituer la statuette Ngonso, figure sacrée fondatrice du peuple Nso. Sauf que côté Berlin, la statuette est toujours là. Et côté Yaoundé, les démarches semblent donc en mode pause. La statue reste bloquée en Allemagne pendant que le peuple Nso attend le retour de ce symbole identitaire. La nouvelle revient sur l'hospitalisation de Paul Biya avec la grosse chimère. Le journal justement de Jacques Blaise Vier a choisi de démonter la rumeur sur une prétendue hospitalisation du président Paul Biya. Pour la nouvelle, c'est un mensonge grossier monté par des manipulateurs qui viennent donc d'être démasqués. Beaucoup de bruit pour rien et l'affaire atterrit au rang de fake news avec des non-dits à la clé. Et puis Moyomo Salah parle effectivement de ce séjour privé en Europe. Paul Biya travaille. Le journal de Jean-Paul Bekono par la voix justement de son porte-parole René Manuel
Sadi, le gouvernement met fin aux spéculations. Même en séjour privé à Genève, le chef de l'État continue de suivre les affaires de la République et de prescrire des mesures quand il le faut. C'est une des révélations contenues dans le journal. Les consultations médicales restent simples, mais le boulot, lui, il ne prend pas d'ailleurs de vacances. Pas de pause présidentielle, même du côté de l'étranger. L'Indépendant revient effectivement sur les manœuvres avec l'agenda caché. L'hebdomadaire revient sur l'article de Jeune Afrique qui a donc relancé les rumeurs sur la santé de Paul Biya après un prétendu séjour médical en Suisse. Pour l'Indépendant, c'est bien plus qu'une question médicale entre enjeux de succession, stabilité du pouvoir depuis 1982 et rivalités internes. La santé du chef de l'État cristallise dans les tensions politiques et les calculs autour de la vice-présidence et d'une possible alternance. Quand la santé devient non politique, chaque bulletin médical se lit comme un communiqué du palais. Et puis les nouvelles du pays, effectivement, par l'état de santé du chef de l'État avec Jeune Afrique, l'usine à rumeurs sur Paul Biya. Vous constatez donc avec moi que le journal monte au créneau dans sa parution contre la version numérique de Jeune Afrique. Séjour privé, état de santé, entourage familial, scénario de succession, rien n'échappe à leur colonne. Pour les nouvelles du pays, c'est une focalisation permanente qui s'appuie souvent sur des sources anonymes et des indiscrétions difficiles à vérifier. Résultat des cours, c'est une surveillance obsessionnelle qui entretient donc un climat de suspicion permanent autour du palais de l'unité. On dirait que chaque déplacement du président de la République devient donc matière à feuilleton. Et puis le Zénith parle de ces entreprises publiques avec les directeurs généraux et présidents du conseil d'administration appelés donc à démissionner. Voilà les visages révélés par le quotidien de ce journal dans sa parution. Et pour sortir de cette revue de presse, pour la première sortie du Grand Soir sur Info Télévision Jean-Jacques, on le fait avec Écho Matin qui parle de cette inflation à 2,6% au Cameroun qui respire donc enfin. C'est une bonne nouvelle. Sur le front des prix, l'inflation est retombée à 2,6% fin mai 2026, son plus bas niveau depuis 2021. Après 3 ans de flambée, ça repasse donc dans les clous des critères SEMAC, Communauté économique et monétaire Afrique centrale. Le ralentissement des prix alimentaires et une base ou alors de comparaison plus favorable explique dans ce repli, même si le pétrole et les coûts de production locaux restent sous surveillance. Le journal Écho Matin, lui, traite avec beaucoup de maestria et de dextérité cette actualité dans sa parution de ce lundi. Merci Romaric, on se donne rendez-vous au grand plaisir demain pour la seconde sortie de la semaine, pour ce qui est de Le Grand Soir. Maurice Kemou va nous retrouver pour commenter d'abord cette actualité développée par la presse. Merci beaucoup. Merci. On nous dira quel est le sujet qui a retenu son attention. On dira un ou deux mots là-dessus. Anissé Noir a retenu quelle une? Peut-être pas le nom de la une, mais je crois que peut-être pas le nom du magazine, mais je crois la grande une. L'équation à mille inconnus de la Socadel. La Socadel, concernant l'électricité. Oui. Intitulé. Je crois que la dernière fois on était sur ce plateau, on a éclairé le sujet, mais on n'est pas allé au fond. Et je crois humblement que l'équipe actuelle a hérité d'une patate chaude. Je vais parler comme au quartier. Direct Info, je pense, allons-y. Voilà. Cette une-là. Voilà, je vais parler comme au quartier. L'équipe actuelle a hérité d'une patate chaude parce que lorsqu'on vous donne le passif de cette société-là et on se rend compte que, en fait, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que, la société, au niveau où elle était, elle retrouve le bon niveau. J'ai l'impression que il y a un problème. Et la dernière fois, je vous proposais que, en fait, la segmentation qui a été faite sur le domaine de l'électricité cause un problème. Parce que lorsque vous avez une société qui gère la production, vous avez une autre société qui gère le transport, vous avez une autre société qui gère la commercialisation, ça cause un problème. Or, si nous avions une société qui gère toute cette chaîne-là, voilà, cela permettrait que, en fait, on parle de lever des fonds à l'international. Lorsque la Socadel ira lever des fonds à l'international, mais qu'est-ce qu'elle va présenter comme garantie? Or, si les infrastructures étaient à la disposition de la Socadel dirait que, bon, nous avons les barrages que nous avons construits et ces barrages-là nous produisent de l'électricité. Alors, ces barrages-là peuvent être comme des garanties. Ça permet en ce que les fonds soient levés de manière fluide et que la Socadel puisse retrouver le bon niveau. Mais au-delà de lever les fonds, lorsque cet argent-là sera levé, je fais confiance à M. Antoine Chimi qui a été un fonctionnaire de haut niveau. Mais lorsque les fonds seront levés, qu'est-ce qu'on en fera? Est-ce qu'on ne court pas le risque d'entrer dans une spirale comme la Cameco où on injecte de l'argent et on ne voit pas le résultat? Mais est-ce que on ne va pas véritablement
utiliser cet argent-là à bon escient. Mais s'il faut donc utiliser cet argent-là à bon escient, eh bien, il faut prendre des résolutions drastiques qui permettent à ce qu'on retrouve le bon niveau. Est-ce qu'on a l'impression justement qu'il y a une étape qu'on a sautée, on a changé de dénomination et autres. Est-ce qu'on n'a pas sauté l'étape qui aurait été fondamentale, un audit global? Un audit global et une restructuration même de la société. Parce que, voyez-vous, moi, j'ai l'impression que depuis que Eneo est parti et que Socadel est là, on a de plus en plus de délestages. Voyez-vous, Jean-Jacques Zé, ce n'est pas le vêtement que j'avais prévu de mettre pour venir à votre émission. Parce que, voyez-vous, je respecte beaucoup votre plateau. Mais il se peut que je suis sorti le matin pour faire à mes occupations. Quand je suis revenu, il n'y avait toujours pas d'énergie. On a l'impression que depuis que Socadel est là, on a de plus en plus de délestages. On se demande donc, est-ce que véritablement, on peut donc rejoindre le président Célestin Tawamba qui a dit que on a l'impression qu'on investit de plus en plus dans les barrages, mais on a de moins en moins l'électricité. Un véritable paradoxe. On est donc avec Direct Info dans ce qu'il a appelé une équation à 1000 inconnus, parce que les Camerounais attendent de voir la lumière à la maison. Oui. Partir de Eneo à Socadel, pour le moment, n'annonce rien de bon. On est un peu dans le même schéma que Camer et Camerco, malheureusement. Mais dans le fond, il y a des choses à faire pour qu'on puisse avoir des solutions. Peut-être qu'il faut dire aux gens que n'attendez pas la lumière demain. Il y a encore des choses qu'on... Bon, on garde espoir. On espère qu'on ne va pas suivre... Non, mais l'espoir, d'accord. L'espoir doit être fondé sur quoi? Il n'y a pas eu un nouveau barrage. Il n'y a pas eu l'augmentation, la capacité de production. On vous dit quand même que vous volez un peu trop la lumière. Il faut également traquer de ce côté-là. Oui, les Camerounais volent un peu trop la lumière, comme vous dites, mais il faut aussi mettre le doigt sur la plaie. Il faut également dire que les administrations doivent payer leurs factures d'électricité. Parce que si les administrations ne payent pas... Cette invitation aborde également ce matin un second thème qui parle de Socadel. Là-bas, il y a un lourd héritage. Parce que pour la production nécessite des intrants, permettez-moi l'expression. Et si les factures ne sont pas payées, vous pensez qu'on va produire l'électricité avec quoi? C'est ça la véritable question. Donc, au-delà de payer les factures d'électricité, il faut également qu'on se mette à l'école de la consommation de l'énergie. Qu'on sache que non, lorsque, par exemple, pour parler de manière prosaïque, je sors d'une pièce, je dois éteindre pour économiser cette énergie-là qui peut être utile à d'autres personnes. Il ne faudrait pas qu'on utilise l'énergie de manière, c'est pas moi, désordonnée, et qu'on arrive à des situations où, moi j'ai par exemple l'énergie chez moi et que Socadel ne peut pas, c'est pas moi, on ne peut pas donner de l'énergie à une autre personne. Merci pour ce commentaire de une, de Direct Info et de Mutation qui parlent tous les deux de Socadel. L'autre voit une équation à 1000 inconnus, l'autre voit un lourd héritage avec naturellement cette dette et ce courant qui est volé. Entre autres, le président Aimé Cyprien a retenu quelle une? Je voudrais parler un tout petit peu justement de la une de Jeune Afrique. Mais qu'on n'a pas à la revue de presse. On l'a pas. Malheureusement, moi j'ai vu la une j'ai vu ça tout à l'heure. Qui a été l'indépendant a repris. Ok, on y va sur la une de l'indépendant qui reprend une information. Moi je crois qu'on a fait beaucoup de tapage pour rien. On a distrait les Camerounais pour rien. Je rappelle ici que le président de la République est un être humain. Naturellement. Qui peut être malade, qui peut aller se soigner. Et puis, moi je ne comprends pas. Lorsqu'on dit le chef de l'État aurait été hospitalisé et que je vois toutes les haches qui sont sorties, des communiqués pour démentir qu'il n'a jamais été à l'hôpital, il n'est pas hospitalisé. Moi, ça m'a créé un problème. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que le président est devenu Dieu? Parce qu'il n'y a que Dieu qui ne tombe pas malade. Et moi, je crois aussi que la communication gouvernementale de notre pays gagnerait à être proactive. Parce que on constate à chaque fois qu'un journal, Jeune Afrique en l'occurrence, ou parfois des médias étrangers sortent une information, tout de suite vous voyez le gouvernement se mouvoir pour se fendre en démenti. Je pense qu'il serait mieux que ce gouvernement-là communique a priori et non pas a posteriori, comme ce semble être le cas. Je pense qu'il aurait été très simple au moment où le président, et je crois que dans l'avenir, il faudra le faire, au moment où le président quitte le Cameroun, qu'on dise aux Camerounais, qu'on informe le Camerounais où va leur président, qu'est-ce qu'il va faire. C'est comme ça que ça se passe dans les républiques modernes. Qu'on dise le chef de l'État est parti pour un court séjour privé en Europe,
il profitera de ce séjour justement pour un check-up. Mais ça passe et puis on n'aura pas à démentir, il est malade, il n'est pas malade. Je crois que c'est trop d'archaïsme en matière de gouvernance comme ça. On a vu ce titre repris par l'Indépendant, on a vu Meyomé Salah. Est-ce qu'on peut proposer Meyomé Salah qui évoque également le même sujet pour vous dire que dans tous les cas, le président, il travaille, qu'il soit là ou pas. Non, le problème n'est pas de savoir s'il travaille ou pas. Nous souhaitons que le président travaille. Son lieu de travail en réalité, pour nous, Camerounais, et pour moi, modestement, c'est le palais de l'unité. On n'a pas voté un président pour qu'il aille travailler en Suisse. Nous, il a une résidence officielle où il doit travailler, il doit prendre les décisions pour gouverner le pays. Donc, nous pensons qu'il est normal qu'il fasse un séjour privé, qu'il aille même voir les médecins, qu'il soit hospitalisé. Moi, ce qui me gêne, c'est ce brouhaha qui consiste à dire il n'est pas malade, il n'est pas passé à l'hôpital. Ça fait pas sérieux pour un grand pays. Malheureusement, on a l'impression que c'est la réaction du gouvernement qui nous pose un problème. Tout à fait. Cela. Tout à fait. Tout à fait. Pour nous, c'est ça. On a donné plus d'importance à Jeune Afrique. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait eu un article de Jeune Afrique, en ligne de Jeune Afrique. Et cette réaction du gouvernement a suscité la curiosité et puis les médias locaux. Non, vraiment, je crois qu'il faut être sérieux. Il faut communiquer sur des choses utiles et il faut communiquer a priori. C'est comme ça un gouvernement. Un gouvernement ne réagit pas. Un gouvernement anticipe. Voilà. D'accord. Julio, quelle une? Oui, j'ai peut-être difficile de ne pas coller un mot sur l'actualité qu'évoquait Anissé, sur les barrages qui... C'est Socadel. Tout à fait, Socadel. Oui, ça, il faut peut-être apporter quelques précisions. Le problème n'est pas que la non-maîtrise de la consommation des Camerounais ou l'insolvabilité de l'État ou des administrations. Le véritable problème réside dans le réseau de transport. Nachtigal produit 480 MW. Il n'y a que 20 qui ont... Il n'y a que 20, 420. Il n'y a que 20 qui ont été injectés. C'est la capacité installée ou la capacité effectivement produite. En fait, c'est différent entre la capacité installée et la capacité produite. Et la capacité qui est injectée dans le réseau. 20 MW ont été injectés uniquement en Simon Métingué. 20 MW. Parce que c'est seulement ce que le réseau peut supporter en termes de transport. Il y a 400 qui sont en villégiature. Voilà le véritable problème du manque d'électricité au Cameroun. On ne bâtit pas le réseau avant les barrages. On construit les barrages et après, il n'y a pas de réseau pour transporter. C'est tout le problème. Mais ça n'annule pas le fait que le peu qui arrive, malheureusement, est aussi volé. Malheureusement. Et les gens ne payent pas leurs factures, en commençant par les administrations. Plus l'administration, ça c'est clair. Alors, la une qui juste pour que Anissé réagisse. Oui, je voulais dire une chose, parce que la question de l'électricité me touche au plus haut point. Il faut dire une chose sur les 20 MW qui ont été éjectés sur le réseau. Il faut dire qu'on ne produit pas l'électricité pour la stocker. On produit l'électricité pour qu'elle soit utilisée. Le principe, oui. Voilà. Donc, si les lignes de transport n'ont pas été construites à temps, alors il est normal que tout le barrage ne soit pas utilisé à bon escient. C'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec vous, parce que en fait, on a l'impression que on a construit le barrage avant de construire les lignes de transport, alors que on devrait construire les lignes de transport. C'est-à-dire quand on veut parler de déficit énergétique au Cameroun, nous on fait l'addition, Menvelé c'est tel, on fait l'addition et autres, mais on oublie qu'il y a quelque chose de fondamental qui manque, c'est les lignes de transport. Oui. Et donc la Sonatrel, tout à fait. Il faut parfois la mettre aussi au banc des accusés. Ou peut-être même très souvent. Mettre qui? La Sonatrel. Alors qui est créé il y a 2 ou 3 ans, qui est créé il y a 2 ou 3 ans, a-t-elle les moyens nécessaires pour le réseau de transport? C'est le transport. Il faut y songer lorsqu'on étudie, au moins lorsqu'on lance l'étude de faisabilité de la construction. D'abord, Simon là-dessus. Ouais. Oui, je voudrais dire que l'information qu'on a mis à bord là, il faut peut-être la prendre avec des pincettes. Laquelle? Parce que l'information sur la disponibilité de 20 MW. Mais c'est officiel, Simon. Non. Je voudrais dire qu'il faut la prendre avec des pincettes parce que les échanges avec la Sonatrel ne donnent pas cela. En réalité, le problème ici se situe au niveau effectivement du réseau de transport. Il y a une grande partie parce que ici le réseau de transport il y a des poteaux en bois qui sont déjà, on parle de plus de 50 000 poteaux qui sont tombés et autres, et donc qui ne permettent pas que sur la ligne Nachtigal? Non, pas sur la ligne Nachtigal. Non, parce qu'on la ligne Nachtigal n'a pas de problème. En réalité, la ligne a d'abord été construite
avant, je le dis parce que j'ai... Non, pas toutes les lignes, non, je voudrais dire que la ligne de transport de Nachtigal a été construite. Ici, c'est le réseau de distribution avec les poteaux. Et justement, quand vous regardez, si vous reprenez c'est pour ceux qui ont fait ceux qui ont suivi la sortie du gouvernement à ce propos, parle de plus de 50 000 poteaux. Et vous voyez très bien que par exemple les régions du nord-ouest et du sud-ouest où il y a eu des sabotages et autres, l'énergie qui arrive se perd dans ce sens-là. Donc, effectivement, la sondation qui a été mise en place en 2017 a fort à faire pour restaurer le réseau et mettre pratiquement 100 000, on parle de 100 000. On est en train d'aller à 10 ans d'existence. Je n'ai pas de 2017. Il y a encore des poteaux qu'on n'a pas remplacés jusqu'à présent. C'est un vieux sujet, on fait des poteaux à remplacer. Je ne pense pas qu'il n'est pas question. Avant son attrait. Moi, je ne souhaite pas que les analyses fausses est un véritable problème. Je vous dis que seuls 20 mégawatts ont été injectés. Je veux dire que quand on parle d'injecter, quand vous le dites même... C'est une information. Quand vous le dites même... C'est pénible. Non, ce n'est pas une information, on ne va pas faire il a dit vrai. Il a dit qu'on n'injecte pas, on ne fabrique pas l'énergie pour la stocker. C'est pas les beignets. Mais c'est ce qui se passe. Non, c'est pas les beignets, oh bon Dieu. Je voudrais dire que ici, le véritable problème ici, c'est le réseau de transport qui est vétuste. C'est ça le problème. Et justement, là-dessus, l'État est en train de mobiliser un peu plus d'argent pour faire 1000, on parle de 100 000 poteaux en béton pour remplacer les poteaux en bois. Et ça, pour ceux qui ont couvert la communication gouvernementale là-dessus, ils le savent. En dehors de ça, effectivement, il y a des éléments que vous avez évoqués. Le fait qu'aujourd'hui... Ce n'est pas des pylônes. J'essaie d'expliquer ça à Simon Metsengue de la manière la plus simple. Ce ne sont pas les poteaux en béton qui transportent l'énergie produite dans les barrages. Justement, ce n'est pas à ce niveau que c'est situé au problème, c'est au niveau de la distribution. Bon Dieu, je voudrais dire que... Alors, on est tous d'accord que pour ce qui est du transport et la distribution, Nachtigal n'apporte pas grand-chose. Non, ce n'est pas au niveau de la production. C'est la capacité installée est de 4 combien de milliers. Mais là, il n'y a rien. Il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, Nachtigal n'a pas... La production de Nachtigal n'a pas été en une seule fois. On a commencé par mettre 2 turbines, 3, 4, ainsi de suite, pour se rendre compte qu'en fait le réseau pouvait supporter cela. Ce n'est pas à ce niveau que ça se situe. Je voudrais dire qu'ici, nous avons un problème avec notre réseau de transport qui est d'accord. On est d'accord. L'énergie est produite et le produit pour rester sur place. Pourquoi j'ai confiance à la nationalisation du réseau énergétique camerounais? Parce qu'en réalité, dans le dossier, pour ceux qui ont traité de ce dossier-là, la privatisation n'a pas aidé dans ce qu'en réalité, il n'y a pas eu l'aspect social. L'aspect social n'a pas eu véritablement, il n'y a pas eu un essor. En fait, ils étaient ici pour commercer avec ce qu'ils avaient. Donc, il n'y a pas eu le réseau n'a pas, ils n'ont pas investi dans dans l'extension du réseau et dans sa maintenance. Ils n'ont fait que ici faire vraiment de ce qu'on sait faire du capitalisme sauvage. Maintenant, l'État n'a pas les mêmes vocations. L'État ici a la vocation de faire quoi? Sa vocation, c'est d'améliorer les conditions de vie. Et qui parle de conditions de vie, parle justement d'augmenter le niveau de l'électrification au niveau des zones rurales et urbaines. Moi, c'est pour ça que je pense que la mission a changé. La mission ici n'est plus la recherche effrénée du gain, mais c'est la recherche du bien-être social. D'accord. Je vais reprendre la parole. On va peut-être aller à la une qui m'a interpellé parce que ce débat pourrait ne pas finir avec Simon. C'est pour des raisons de publicité, Jean-Jacques, que je ne lui dis pas d'où je tire mes sources. J'ai un élément juste avec moi devant vous là. C'est pas possible. C'est de quoi il s'agit? C'est de vous parler de quoi, Simon? Je vous dis que le problème au Cameroun est essentiellement lié à celui de la distribution des lignes de transport. Je ne sais pas ceux qui peuvent supporter ça. Et c'est clairement dit. On dit clairement que le gros souci de Nachtigal aujourd'hui, ce n'est pas la production, mais le transport, évacuation de l'énergie. Le barrage produit, mais le réseau n'arrive pas à tout prendre. Voilà, c'est ce qui est clair. On prend avec les pylônes, pas les poteaux en béton. D'accord, merci. Il m'a dit ça. Il faut en construire, il faut bâtir tout un réseau. Alors, on est donc dans un projet, il y a environ 1000 poteaux en 100 000 poteaux en béton. C'est les propos du ministère. Combien d'années? Le problème ne sera pas résolu. Là, finalement. Ces poteaux n'apporteront pas la solution au problème. Les poteaux sont à la distribution. Mais ça, c'est pour la simplicité. Reconnaissez quand même à l'organe technique
reconnaissez quand même aux organes. Alors Julio, pour trouver l'information, c'est là une qui a retenu essentiellement. C'est vrai que je voulais poser un petit mot sur une rapidement, là, je veux pas comme c'est très bien la proximité qu'il y a entre ce leader politique et moi, parce qu'on parle et la santé des présidents et la santé des partis politiques. J'ai retenu quand même une là, c'est la voix des jeunes. La voix des jeunes qui parle de cette rupture entre Cabral Libye et l'honorable. C'est un parti politique qui irait tellement mal que j'ai envie de rigoler quand même un peu sur ce plateau. Non, je pense que le métier qu'on a appris auprès de vous, les élus, nous impose une certaine méthode, une certaine rigueur. Vous n'êtes pas d'accord avec cette lecture? Je suis pas de tellement opposé à ça. Premièrement, j'ai vu une sortie... Là, vous parlez de vos sentiments ou bien des faits? Non, des faits. J'ai vu une sortie de l'honorable qui s'indignait de ce que sa photo aurait été retirée du site du parti, qui certainement a créé tout ce remue-ménage que je vois les médias reprendre. La réalité est que cette photo, comme celle de beaucoup d'autres élus, Tchok Sylvain, honorable Njip, n'a jamais existé sur ce site qui est encore en construction. Donc ils sont en train de fournir. Et donc le parti vient de faire la faute du gouvernement. Vous voyez donc on ne peut pas, sur la base d'une ruban ou du regain ou du désir de alors vous dites que la photo n'a pas été retirée. Elle n'a pas été retirée. Elle n'a jamais été, au même titre que celle de Njip, l'honorable Njip, au même titre que celle de Sylvain Tchok et des autres. C'est le même problème, non? Non, mais le site en construction, il n'a pas encore été fonctionnel. Il a commencé à être construit avec les visages de 5 ans. Non, 5 ans, c'est un site que je crois un avocat du PCRN, Maître Tamfou, coordonne depuis seulement quelques mois. 5 ans, si n'a pas été, la construction n'est pas terminée. Il faut bien le comprendre, c'est quelques mois seulement. Un site en phase expérimentale. Bon, on est d'accord. Rempli par toutes les villes du pays sur la base d'une fausse information. On aurait attendu une communication officielle du parti. Non, en fait, moi je pense que les journalistes également devraient parfois éclairer l'opinion. On est d'accord. Le journaliste en question a observé que la photo avait disparu. Ah non, je pense Jean-Jacques que c'est un petit crédit. Non, le PCN vient de faire quand même une fausse communication. Est-ce qu'on est quand même d'accord là-dessus? Ou peut-être oui, peut-être. Ça, non, pourquoi dites peut-être maintenant? Il y avait des besoins de communication. Quand c'est le gouvernement, vous tapez dur. Je suis d'accord. 5 ans, si n'a pas été. Il faut parfois condamner les partis politiques de cette Simon, c'est pas gentil. Bien sûr. Mais là, on parle du condamnons sur un esprit jeune qui a 5 députés, 7 mairies, qui est encore jusqu'à présent et encore en train de construire son site. 5 ans. Il a amorcé ce site il y a quelques mois seulement. Donc il n'existait même pas. Ah non, ça il faut être honnête, il n'existait pas. Il faut le dire avec la dernière énergie. Ça c'est grave. Il n'existait pas. Si vous avez dépêché un site, ça c'est magnifique. Si vous n'avez pas un site, c'est encore mieux. On est en train de jubiler. Non, il n'existait pas. Si vous êtes en train de jubiler. Je suis d'accord. C'est jeune. C'est grave. C'est en expérimentation. C'est grave. Et ça c'est aux journalistes parfois de pouvoir le dire. Face à la quête du populisme, de tout le reste, il faut recentrer les faits. Non, la photo n'y a jamais. Mais il y a quand même beaucoup d'indices qui montrent que entre Nouran et oui, mais par contre, il y a quand même. Par contre, oui. Alors, M. Footing, lui, a démissionné. Oui. Il a démissionné officiellement du PCRN. Il y a naturellement ce malaise qu'on peut clairement sentir dans l'air. Ça, c'est clair, ça se voit. Et je pense même que Cabral gagnerait beaucoup à s'en défaire. Et je pense que Nouran est en train de faire tout pour le pousser à l'erreur. Elle veut absolument que ce soit lui qui prenne la décision de lui dire va-t'en. On a quand même l'impression que les élus PCRN deviennent un problème pour Cabral. Non, pas tous. Il y en a qui ont créé leur propre parti. Oui, ça c'est clair. Les deux maires Macaque et Maton qui ont créé leur parti. Qui est aujourd'hui, c'est d'ailleurs. Oui, ça peut effectivement amener à des interrogations. Ça peut également soulever un autre sujet, celui de l'esprit totalement libre vers une démocratie qui voudrait que tout le monde s'exprime dans son plein potentiel. On a libéré les énergies. C'est l'analyse qui parle. C'est quand même curieux que le parti de la réconciliation soit en train de... soit dans les... Oui, naturellement. On parle de réconciliation, il y a des problèmes, c'est normal. Maurice, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants et puis bonsoir. Tu as eu le temps de regarder la presse. Oui, je regarde la presse d'à côté et puis c'est vrai le sujet, tous les sujets m'intéressent. Disons que ce qui se passe au PCRN, c'est un peu déplorable. Je pense que pour on ne va pas dire jeune parti, parce que c'est un parti repris par Cabral, mais qui parle quand même de réconciliation, qu'ils arrivent à avoir ces échauffourées là, je pense que c'est un peu comme si les partis finissent par se ressembler. Et bien sûr, c'est pas éloigné de nous autres, et même du parti que nous soutenons, parce que vous voyez,
Aujourd'hui, écoutez, je vous l'ai dit, c'est une fois, le MRC, c'est comme un bébé que j'ai contribué également, comme tous les militants, à faire grandir depuis 2013, dont j'ai pris ma carte. Et donc aujourd'hui, certes, il y a des problèmes avec des courants qui se créent, des corps qui veulent s'accaparer Camto, et puis des courants progressistes comme nous, qui pensons que voilà, le parti doit avancer d'une certaine manière. Parce que après 14 ans, on peut se poser la question sur les résultats. C'est aussi là qu'on évalue un leader politique. 14 ans à la présidence du MRC, quels sont les résultats du professeur Maurice Camto? Chacun peut très bien observer que voilà, on a participé à 2 élections, 3 élections. La première, c'était en 2013, où nous en sommes sortis avec un député à l'Assemblée nationale et une vingtaine de conseillers municipaux. 2018, c'était lui, vous voyez un peu, et puis 2025, on n'a pas pu, c'était personne. Donc, il y a eu l'élection en 2020, on n'en sommes pas partis. Aujourd'hui, je pense que il y a eu trop de sacrifices, des gens qui sont morts pour la cause du changement. Et aujourd'hui, je dis, ceux qui sont au MRC et qui veulent s'accaparer du parti, on ne va pas les laisser faire. Parce que nous avons également sacrifié des choses, des moyens financiers pour que le MRC soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc que les corps ne pensent pas qu'ils peuvent nous déshériter. Corps, c'est K-O-R. C'est-à-dire que si dans le parti, on essaie de dire quelque chose, de dire que bon, sur tel point-là, vraiment, le président peut avoir, ou bien le directoire du parti, mais tenez donc une convention pour faire le bilan. Mais écoutez, ils ont une convention en visio. Ils ont fait une convention en visio. Peut-être au niveau de la justice, on va voir si c'était normal ou pas. Mais pour nous autres militants convaincus du MRC, nous pensons que, je crois que on doit faire notre aggiornamento et puis les gens doivent mettre un peu d'eau dans leur bain. Alors, ce qui se passe dans le PCN, je suis sûr que vous n'êtes pas bien placé pour en parler alors. Finalement. Non, effectivement, je dis juste que c'est regrettable. Parce que c'est un parti de la réconciliation. Il faut déjà qu'à l'interne, vous soyez le parti de la réconciliation a des problèmes. Le parti de la Renaissance a des problèmes. On va retourner à qui? Aux révolutionnaires? Finalement au Cameroun. Donc je disais, les 2 sujets m'intéressent et également l'électricité. Peut-être on a parlé de la production et du transport, mais je vais rester un peu sur la production en évoquant le barrage de Mekim. C'est un projet que j'ai un peu étudié depuis 2011 parce que mon cabinet avait sous-traité en réalité un petit pan du projet. Et le barrage de Mekim, à l'époque, on vous disait, c'était un petit barrage où on produit pratiquement, on vous disait à l'époque 30 mégawatts, 30 mégawatts, et on devait dépenser pratiquement 50 milliards. Et à l'époque, nous disions déjà que c'est excessif par rapport aux standards de l'industrie. Les standards vous disent que pour produire 1 mégawatt d'électricité, il faut entre 1 million et 1 500 000 $. Selon les difficultés de l'environnement que vous trouvez. Et on était à 50. Et aujourd'hui, Mekim produit moins de 10 mégawatts, d'électricité. Et on a dépensé plus de 100 milliards de francs CFA. Donc on est à pratiquement 16 milliards de francs CFA par mégawatt d'électricité. C'est fou. Il faut arriver au Cameroun pour voir des choses comme ça. Donc nous disons que au niveau même de la production, les coûts pour la production des barrages, c'est excessif. Et du coup, ça remet donc en cause, en question les types de projets. C'est-à-dire que vous vous dites, mais comment un projet peut être conçu de cette manière? Des éléphants blancs, et on se dit, ben, s'il doit avoir retour sur investissement, même si c'est l'État, mais aussi, on va dire, des prêts internationaux. Mais comment on rembourse ça? Si le produit, le projet ne génère pas de l'argent pour rembourser les crédits qui ont été pris pour sa conception. Donc, je dis c'est un problème de management. Il faut que l'État
du Cameroun essaie de revoir ces choses. D'accord, merci. Bonsoir Jean-Jacques. Je suis un jeune Camerounais qui a bossé sur le projet de la ligne de transport à Bomba jusqu'à Nomayos avec l'entreprise indienne Kalpatru Energy Limited. On a monté des pilotes très jolis pour le transport du courant 225 kV. Donc pour ma part, ces poteaux en béton ne sont pas appropriés pour cela. Je vous montre l'image. Ah d'accord, il y a une illustration qui accompagne cela. Si vous partez d'Abomban pour Yaoundé, vous allez voir tout au long. Est-ce qu'il y a donc le courant de ce côté-là? Ce qui est sûr, il y a beaucoup de choses à faire encore pour atteindre un taux de satisfaction considérable. Bonsoir Jean-Jacques. Il y a moins de 2 semaines, le ministre de la Santé clamait à l'international que le Cameroun disposait de structures sanitaires qui rivalisaient avec l'hôpital américain de Paris. D'où vient-il que les Camerounais délaissent ces grandes formations sanitaires pour aller se soigner à l'extérieur? Vous parlez de Camerounais, lequel le président Paul Biya. Et là aussi, le ministre avait ajouté que c'est aussi des options personnelles. Tout à fait. Vous pouvez avoir autour de vous-même dans votre propre maison un médecin et décider d'aller vous soigner. Je voulais sortir, non, pas sur l'électricité. Un troisième sujet dont a évoqué le président Olinga, c'était sur l'âge du président. Moi, je n'ai pas parlé de l'âge. Moi, je n'ai pas parlé de l'âge. Oui, la santé intimement liée à l'âge, parce qu'aujourd'hui, en réalité, le président Paul Biya, officiellement, 93 ans, avec 2 ou 3 ans de plus, on ne sait pas. Ou de moins. Ou de moins. Ou de moins. Vous parlez pas. Bon, de toute façon. Donc, je dis avec peut-être, à cet âge-là, on peut tout à fait, et c'est physiologique, avoir des problèmes de santé. Et le gouvernement n'avait pas à faire ça. Ça alimente la presse pour rien. Maintenant, je vais également dire, nos partis qui doivent penser à l'avenir, parce que là, je pense à mon parti, le MRC. Et je dis, mon président est né le 15 février 1954. Donc, à l'heure dont je suis en train de parler, il a 72 ans. Si l'élection présidentielle est en 2032, il aura 79 ans, donc presque 80 ans. Et c'est ce que nous, on a passé le temps à dire que le président bien vieux, qu'il n'a plus toutes ses aptitudes. Il faut que, quand en 2032, on va dire qu'il faut un renouvellement à la tête du MRC, il ne faut pas que les gens disent que on est des infiltrés. Voilà, on est des infiltrés, on est des infiltrés, et puis voilà, on doit nous mettre hors du parti. Voilà. Et M. Cyprien, en 2032, vous serez encore capable de postuler? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis encore très loin de 70. Je suis encore, j'ai encore environ 20 ans. D'accord. Mais voilà. Qui définit les standards? Est-ce qu'il y a des standards donc définis? Est-ce qu'il y a des standards? Il y a pas. Il y a quelques jours. À 80 ans. Il n'est pas moins efficace aujourd'hui là. Il peut encore oui. Non, Maurice Kamto, c'est un monsieur, je vais vous dire, après notre dernière émission ici, il m'a fait convoquer au directoire du parti et puis on a discuté pendant une 30-45 minutes. Mais j'ai vu un homme qui jouit encore de toutes ses facultés mentales et physiques. Donc, mais je dis en 2032, 80 ans, on commence également, on est dans le 3e âge déjà. Et donc, à cet âge-là, il faut également qu'il pense à prendre sa retraite et nous laisser continuer le combat qu'il aura commencé. D'accord. On entre dans notre thématique. Simon, ah oui, tu es entré dans la une. Il a réagi à ma une. Il a réagi à la une de Cyprien. Il a réagi à la une. Finalement, il a réagi à la une. Et il a même plus parlé que une réaction, mais tout le monde en a fait. D'accord, on compte que... Non, mais je ne pouvais ne pas parler de la une de Méomé à l'info. Il travaille. Pour lui travailler. Je peux ne pas parler de ça et je ne comprends pas pourquoi est-ce que certains Camerounais sont, sont permanemment dans une forme d'autoflagellation de leur pays. Pourquoi on ne commencerait pas par le journal? Pourquoi est-ce que le journal voudrait nous dire que le président travaille? Non, écoutez, je ne parle pas du... Je parle de ce qui a motivé... Il veut nous convaincre de quoi? Ce qui a motivé ce titrail. C'est
un travail de ragot, un ramassis de ragots qu'un journal passe le temps à faire. Et je me suis intéressé, j'ai un peu essayé de regarder dans notre corporation pour voir si même au niveau des pairs, quelqu'un pouvait dénoncer ça avec véhémence. Vous ne pouvez pas parler de la santé de quelqu'un sans avoir consulté les sources fiables, notamment les sources, pour le cas du président, les sources gouvernementales, ou alors les sources sanitaires. Rien, un ramassis de ragots. Mais j'entends des gens qui parlent, qui veulent flageller le gouvernement. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Les journalistes ont le devoir de donner l'information, pas de relayer les ragots. Et donc, le gouvernement donc réagit au ragot. Vous voulez nous dire un communiqué du gouvernement réagit au ragot? C'est plus grave, hein? Si tout un gouvernement dément les ragots. Mais vous auriez donc pu laisser si ce n'était qu'un ramassis de ragots. Ou envoyer une simple, on appelle ça quoi, une mise au point, ou peut-être, il y a un terme là. Un tweet peut-être. Ça aurait suffi. Non, c'est que vous envoyez un communiqué pour dire à Jeune Afrique qu'il faut publier dans les mêmes... Un droit de réponse. Un droit de réponse, voilà, c'est un terme qui... Oui, un simple droit de réponse aurait suffi. Mais le gouvernement ramasse donc un gourdin pour tuer une mouche. Merci. Et réagit au ragot. Merci. Mon Dieu. Merci d'arracher ma parole comme ça. J'espère que dans votre parti... aussi. Non. Tout à l'heure, vous avez réagi sur les unes. Et encore que maintenant, vous êtes même en train de réagir sur c'est l'exercice que vous... Non, c'est pas... Non, je voudrais dire ceci. Est-ce que c'est parce qu'on ne gère pas le sujet de la santé du président comme on devrait gérer? Non, il ne s'agit pas de ça. Que les ragots naissent. Jean-Jacques, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un problème clair, d'une profanation de l'information. C'est un journal sérieux, Jeune Afrique. C'est un journal international. Non, vraiment, je ne sais pas, parce que on est allé dans la poubelle qu'on va nier les faits. D'ailleurs, même dans le communiqué du porte-parole du gouvernement, il a reconnu que c'est un journal reconnu. Personne ne peut le nier ici. Même vous qui êtes à Info TV, vous ne pouvez pas nier que Jeune Afrique est un grand journal. C'est pour cela que c'est étonnant. Et dans la communication, même quand un fou viole l'opinion, il faut restituer la vérité. C'est ce que le gouvernement a fait. Donc, qui ne l'a même pas fait était un problème. Je viens à vous rappeler que des lanceurs d'alerte dans le but de faire du buzz et d'avoir, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le mensonge qui donne de l'argent sur Internet. A dit que vous pouvez vous mettre à dire n'importe quoi maintenant sur Jean-Jacques. C'est pour cela qu'on rappelle ce journal à l'orthodoxie, du métier qui non, pas l'ami, de publier, de donner l'information pour éduquer et certainement peut-être pour distraire, mais d'abord pour éduquer les masses. Voilà. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Évoquons notre thématique législative et municipale. Comment améliorer la participation entre 2013 et 2020? On a vu que le taux d'abstention a été pratiquement multiplié par 2. La participation tournait autour de 76% en 2013 et elle est redescendue à une quarantaine % en 2020. Pour ce qui est des élections locales, ça peut être dû à quoi, Maurice? Écoutez, au système électoral, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes et on va revenir dessus, mais premièrement au système électoral qui n'est pas en réalité crédible. Parce que quand tous les acteurs du processus électoral, y compris Elekan lui-même, après chaque élection, fait quand même un rapport. Comprenez un peu? Et dans le rapport de 2013, après le double scrutin législatif et municipal de 2013, fait quand même des rapports où il y a des révélations, où il dit il y a tel point qu'il faut changer, ben on ne change pas. Je rappelle qu'en 2020, je pense, le MRC a travaillé avec 4 ou 5 partis politiques sur le code électoral. Pratiquement 7 partis politiques, en gros. Très bien. Il y a eu vraiment les changements qu'on voulait. On a déposé un document jusqu'à la présidence de la République à Elekam. Jusqu'ici,
Madame Damjoy a demandé au président s'il avait vu le document. Voilà. Il n'a pas Donc, vu. les gens ne peuvent pas, ou dans un système où tout le monde reconnaît que ça ne marche pas, que le processus doit être crédible. Et les amis de Messingué, qui disent qu'ils gagnent les élections en 2018, c'était à 76, 74%. En 2020, le double scrutin législatif et municipal, ils ont tout raflé. Vous ne pouvez pas dire que dans ce système-là, vous gagnez. Ça veut dire que vous êtes fort. Et maintenant, les gens disent, OK, revoyons les règles pour que tous les acteurs soient d'accord. Vous refusez de revoir ces règles-là. Ça veut dire que vous trichez. Parce que quand on va vous dire que vous trichez, vous allez donc dire quoi? Quand vous ne voulez pas revoir les règles pour que ces règles-là soient acceptées par tous. Donc je dis, il y a le processus électoral. Il y a également que, bon voilà, les jeunes ne veulent plus. Parce que ce processus-là est comme il est, les jeunes s'en foutent un peu. C'est un peu le MRC qui est venu avec l'engouement de Kamto, donner un peu l'envie encore aux populations de s'intéresser à la chose politique et notamment les jeunes. Parce que les chiffres de l'ONU nous disent quand même que nous sommes 30 millions et constitués à 72% de jeunes. Et ça veut dire qu'il y a quand même une masse critique de jeunes qui peuvent renverser la tendance. Donc si dans le processus d'enrôlement des populations sur les listes électorales, on ne voit pas assez de jeunes, on ne voit pas l'engouement des jeunes, c'est-à-dire qu'effectivement ces jeunes-là, au vu de ce qui se passe, ne s'intéressent plus véritablement. D'accord, que les règles sont mauvaises. Très bien. Ça décourage. Ça décourage. Les jeunes ne viennent pas parce qu'ils ont l'impression que les dés sont pipés. Effectivement. Que tout ils disent que voilà, on vote et puis rien ne va changer. C'est ce qu'ils disent. Julio, comment comprendre cette chute en termes de participation? Avant 2013, il y avait un plus fort engouement. Oui. En 2013, il y a quand même le dernier repère d'engouement, c'est 2013. Après, ça a chuté. Oui. Comment comprendre cela? Alors, plusieurs facteurs, Jean-Jacques, plusieurs facteurs. Moi, je crois que la première question, ou peut-être même la plus importante, n'est pas tout celle de savoir comment est-ce qu'on fait pour que les Camerounais ou les jeunes rentrent dans les bureaux de vote. La question utile et essentielle pour moi ici est celle de savoir comment on fait pour faire comprendre aux jeunes Camerounais aujourd'hui que leur vote peut aider à changer les choses. C'est la principale question. Et dans ce sens-là, il est clair qu'aucune démocratie au monde n'est morte parce que les gens votaient mal. Mieux vaut les gens qui votent mal que ceux qui ne votent pas du tout. Parce que ne pas voter tue carrément une démocratie. Fait s'effondrer une démocratie. Et au Cameroun, on vit une véritable tragédie. Vous l'avez si bien dit, le dernier pic était en 2013, 2018, catastrophe totale. C'est l'abstention, le RDPC contre l'opposition. L'abstention prend la plus grosse part du gâteau. Le RDPC se contente de l'autre moitié, la grosse qui reste. Et il y a un saupoudrage pour l'opposition dans des conditions extrêmement difficiles en termes de compétition. Donc du coup, il faut aujourd'hui renforcer, et ça j'aime le dire, l'éducation citoyenne. Il faut parler aux jeunes Camerounais, parce que les jeunes Camerounais ne sont pas apolitiques. Non, il ne faut pas commettre cette erreur-là. La preuve, invitez-vous sur le numérique, allez voir combien les jeunes s'intéressent au débat politique, sur les panels TikTok et autres. Les Camerounais sont tellement intéressés par la politique que l'abstention n'est pas l'indifférence, il faut bien le dire. C'est une sorte de protestation silencieuse. Mais quand on voit comment ils répondent à ce Sénégalais qui est devenu star, là on dit mais là-bas ils sont nombreux. Oui. Mais comment est-ce qu'on fait donc aujourd'hui pour convertir ces clics, ces commentaires sur les réseaux sociaux en de véritables électeurs dans les bureaux de vote? C'est toute la question. Alors, Maurice Sado dit qu'ils sont découragés parce que les textes ne sont pas bons. Oui, Jean-Jacques, c'est un argument parmi tant d'autres, parce que je le dis encore, le vote, non, l'abstention n'est pas l'indifférence. Les Camerounais ne sont pas indifférents. C'est une sorte de protestation silencieuse. C'est-à-dire, à un moment donné, il se dit que ne pas voter, c'est une sorte de révolte. Mais c'est une erreur, évidemment. Ça, il faut le dire. Parce que l'abstention ne profitera toujours qu'au système en place. Le RDPC, moi je suis peut-être contre Maurice. Alors, vous gardez la main. Voilà. Massok Thomas, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Merci de venir coller rapidement un mot à ce débat. On t'écoute. Ma participation est la suivante. Je vais canaliser sur le réseau que Maurice. En disant ceci, même quand on constate que de nombreuses personnes n'en font pas usage et participent au but du pouvoir par le peuple, il faut que le pouvoir judiciaire joue un rôle majeur dans ce processus en demandant aux citoyens de voter qu'ils exercent par leur foi.
Quelle était ma participation? Bonne question. Que le pouvoir judiciaire joue un rôle là-dessus. On va essayer d'améliorer la qualité. Merci Massok Thomas. Alors, oui, Jean-Jacques, pour ressortir rapidement, je le rejoins quand il parle de méfiance dans le processus électoral, je le rejoins quand il parle de faible culture au niveau de l'intérêt réel du vote, je le rejoins également quand il parle de tricherie, mais je serais un peu tempéré là-dessus. En fait, dans les conditions actuelles, le système en place, porté par la machine RDPC, n'a même pas besoin de tricher. Parce que ça pourrait vous surprendre, mais c'est le parti qui inscrit le plus dans le fichier électoral que vous voyez là. Il inscrit plus que tous les autres partis, suivi du MRC, suivi du PCRN dans le dernier classement. C'est une réalité. Donc le RDPC inscrit tellement. Et il est encore plus expert dans une autre chose. Le RDPC fait voter toutes les personnes qu'il a inscrites. Ça, c'est sa spécialité. Il ne se limite pas à ça. Il se charge de décourager de manière violente. Les jours, bon, si vous voulez, non, le RDPC prend les dispositions pour ramener. Le RDPC trouve des mécanismes pour amener ses inscrits à voter. Le RDPC n'a pas que des militants. C'est un système qui s'est constitué une véritable machine. Alors, ce que j'appelle souvent fichier client. Est-ce que Julien est en train de dire que lorsqu'on lit ce taux de participation, il faut retenir que c'est les gens du RDPC qui participent effectivement? C'est essentiellement ce que je vous dis. Si on vous de la participation était de 63%, très souvent le RDPC a participé à ce poste parce que lui, il ne refuse jamais de voter à hauteur de 50%. C'est ça qui fait que moi je dis et je maintiens encore qu'il n'a même pas besoin de frauder. Il fraude parce qu'ils sont habitués aux extrêmes, aux excès. Alors il fraude quand même. Ouais, non, ça c'est clair que le RDPC a l'habitude de manipuler quelques chiffres au Cameroun. C'est officiel même. Je pense qu'eux-mêmes l'ont officialisé. Donc, et ça, je sors certainement par là, il faut absolument, et ça je rejoins le MRC qui depuis quelque temps s'est lancé dans un combat d'éducation des masses, je rejoins le PCRN qui le fait, mais il faut qu'on trouve un terrain d'entente aujourd'hui au Cameroun pour que les partis politiques de l'opposition cessent de se battre entre eux et intéressent les jeunes Camerounais qui ont perdu toute confiance au système actuel et donc au processus de vote. D'accord, allô, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, c'est Calista Longuemni depuis Yaoundé. Bonsoir aux membres du panel. Je pense qu'il faut recréer la confiance entre les citoyens camerounais et les institutions en charge d'organisation des élections au Cameroun. Oui. Parce que ces institutions-là ne jouent pas vraiment franc jeu. Il m'est arrivé personnellement, par exemple à la dernière élection présidentielle en octobre 2025, de me porter, d'être choisi comme scrutateur dans un bureau de vote où j'ai personnellement signé les procès-verbaux, mais à ma grande surprise, quand vous consultez les résultats, vous vous rendez compte que les résultats ne sont pas ça. Voilà, donc je pense qu'il faut déjà qu'on retravaille à recréer cette confiance-là entre les citoyens et les institutions en termes d'organisation des élections au Cameroun. Merci. Merci beaucoup d'être concis et précis lorsque vous contribuez. Président, les chiffres, ces chiffres peuvent être dus à quoi? Ils sont mauvais d'une élection à une autre. Oui, deux principales raisons à mon avis. Mon ami du MRC avait déjà commencé à surfer sur la première raison, et elle est fondamentale. Nous-mêmes, depuis une vingtaine d'années, nous avons décrié justement ces règles de jeu qui étaient taillées à la mesure d'un parti politique et qui ne permettaient pas qu'il y ait une saine compétition. La première raison, donc, c'est le manque de crédibilité du système électoral, des règles du jeu. La deuxième grande raison, c'est le manque de crédibilité de l'organe même qui est en charge du processus électoral. Je crois que l'auditeur... Il nous a pris un exemple précis. Tout à l'heure, c'est un exemple parmi 1 million d'exemples. C'est pour dire en réalité qu'on a plutôt l'impression que Elections Cameroun, qui devrait être à notre avis cet organe indépendant que les partis politiques, y compris le Front démocratique révolutionnaire, ont réclamé pendant à peu près 2 décennies, nous pensions que la mise en place des Elections Cameroun allait davantage crédibiliser le système électoral avec un organe véritablement indépendant. En même temps, Maurice a souligné tout à l'heure que Elecam aussi a émis des réserves. Oui, justement.
énumérer des limites, tout à fait. Mais il ne revient pas à les CAM de changer les lois. Nous sommes d'accord là-dessus. Oui. Et effectivement, ces rapports-là, nous les avons toujours lus. Et effectivement, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, au cours des rencontres que les leaders de partis politiques avons souvent eues avec les CAM, nous en avons discuté. Sauf que à chaque fois on vous appelle, vous venez, vous discutez de ces limites-là, et puis Elections fait des rapports, les partis politiques tels que parlait AU7, et puis après, je crois que lors de la validation, j'ai été convié à cette validation justement de ces dispositions que les 7 ont mis en place pour améliorer le processus. Et nous avons donné notre quitus en disant qu'effectivement, c'était des bonnes résolutions qu'il fallait mettre dans la loi pour la crédibiliser et pour crédibiliser les élections. J'étais en train de dire également que la chute brutale, c'est que, au-delà du fait effectivement que Elections Cameroun a souvent fait des rapports pour demander des améliorations qui n'ont jamais été faites, en réalité, parce que ça sert les intérêts de ceux qui trichent, parce que tous ces dysfonctionnements-là participent justement de la fraude massive pour gagner, pour que le parti au pouvoir ait des majorités obèses comme celle que... Il n'est pas le seul qui gagne des élections, hein. Non, mais jusqu'à présent, c'est lui qui a la majorité obèse. Il ne me semble pas qu'un autre parti politique au Cameroun... On est dans les élections locales, donc il n'est pas le seul à gagner des élections. Bon. Alors, au téléphone, vous gardez la main. Okay. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Jean-Jacques. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Medo, depuis Saint-Méliment. Depuis Bamena. Saint-Méliment. Super. On vous écoute depuis ça. Oui. C'est pas super le mieux. Allez, c'est M. Medo, Patrick, depuis 100 milliments. Je vous dis là, depuis 100 milliments. On vous écoute. Donc, je vous suis là depuis. Bon, il faut dire, Jean-Jacques, que le jeu politique au Cameroun a ceci de particulier que les partis politiques qui veulent accéder au pouvoir, oui, ne travaillent pas sur le terrain. Par rapport au RDPC. Le RDPC est dans les 360 communes. Les autres partis sont des partis qui ne sont représentés que dans des circonscriptions précises. Lorsqu'on aspire à gouverner un État et un pays, il faut avoir une assise nationale. Vous avez des départements, des arrondissements, j'allais dire des villages entiers où on n'a jamais vu un parti politique autre que le RDPC. Alors, le RDPC est sur le terrain, il travaille. Avoir une assise territoriale. Les autres sont là, ils ont des élus dans des localités bien précises. D'accord. On a retenu l'essentiel, que les partis politiques ne travaillent pas suffisamment sur le terrain. Allez-y. Oui, j'étais en train de dire effectivement que la deuxième raison, c'est Elections Cameroun qui n'a pas donné des gages d'être un organe véritablement indépendant tel que nous l'avons souhaité. Parce que au fil du temps, justement, on avait déjà commencé à voir ces griefs, ces accointances entre le RDPC et Elections Cameroun. On a essayé de dénoncer pour dire que Elections Cameroun devrait être un organe indépendant, qui ne favorise pas un parti politique au détriment d'un autre. Mais on a toujours l'impression que les responsables d'Elections Cameroun travaillent pour faire gagner le RDPC, et parfois le président Paul Biya. Donc, ils se sont donnés pour mission vraiment de faire gagner le RDPC à tout prix, à tous les prix. Nous avons observé justement ce cafouillage qui s'est passé pendant les élections présidentielles. Je vous assure que nous qui étions sur le terrain, effectivement, pendant ces élections présidentielles, on a vu des choses extraordinaires. D'accord. Mais je voudrais qu'on sur les chiffres des élections locales, municipales et législatives, là où les chiffres ont eu une décroissance incroyable. Est-ce que ça a toujours un lien avec ELECAM? Tout à fait, justement, tout à fait. Parce que, en fait, les populations ont, et davantage les jeunes, nous sommes avec les jeunes, ont été découragés. Parce que quand vous discutez avec un certain nombre, on vous dit, ben,
on a l'impression que nous votons, ça ne change pas. C'est ceux que nous ne votons pas qui sont proclamés élus. Mais moi, je voudrais chuter en disant à ces populations que le sursaut qu'il y a eu le 12 octobre doit être maintenu. Et que les élections à venir, municipales et législatives, qu'il y ait encore davantage d'engouement, parce que c'est sur la base de cette détermination que nous avons vu le 12 octobre qu'on va basculer. Et là, les CAM n'a pas tout fait pour que le président Biya gagne. Non, mais écoutez, tout le monde sait ce qui se passait. On n'y reviendra pas. Il a davantage contribué, peut-être même à 110%, pour que M. Biya gagne. Restauration de la confiance, découragement, ambiance, on retient un peu les idées qui sont avancées ça et là, mais également travail sur le terrain, comme l'a dit notre ami de Sang-Milima tout à l'heure. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur. Oui, c'est Nicolas de Garoua. Nicolas de Garoua. Bonsoir et bienvenue. On t'écoute. Je voudrais saluer d'abord mon président, Cyprien Olinga. Ah, c'est votre président? Oui. D'accord. Merci. Donc, de répondre à des demandes qui ne vont pas manquer d'arriver dans vos téléphones par ce numéro qui a été pris par des arnaqueurs. Simon, les chiffres parlent. Julio dit que ces chiffres-là, il ne faut pas les globaliser forcément, parce que le RDPC semble être plus présent dans les élections que les autres. Mais il s'avère, selon ça tient à ce que le président dit, qu'il y a beaucoup de manœuvres, de complicité entre les CAM et votre parti, pour que le RDPC gagne toujours. Jean-Jacques, je voudrais d'abord éclaircir une zone d'ombre qui a été dite par un téléspectateur là, qui a appelé pour dire qu'il était scrutateur et que... le procès verbal aurait été changé? Non, il n'a pas dit ça. Il dit que mais les résultats n'étaient pas ceux qu'il avait, qui étaient dans le procès verbal. Voilà. Il fallait bien qu'il nous dise comment ça fonctionne. Parce que s'il a vraiment été scrutateur, il doit savoir que, le vote, je voudrais dire quoi là, on appelle ça comment? On a dit que non, le dépouillement est public. Ça veut dire que lorsque le soir, à 18 h, ceux qui ont voté sont là et on compte. Et c'est ça qui fait le procès verbal, ça c'est de 1. De 2, on ne donne pas à l'échelle nationale les résultats par bureau de vote. Donc, je ne peux pas comprendre comment est-ce que je peux être dans un bureau de vote et attendre que ce soit le résultat là qu'on va donner sur le plan national. Je crois qu'à un moment donné, et c'est là où je voudrais embrayer pour dire que ce qui amène les jeunes, certains jeunes, pas tous les jeunes, à se décourager de la chose politique, c'est la mauvaise communication autour. Mais dans cette communication-là, Simon, lorsque les résultats arrivent, permettez-moi d'y aller, vous comprendrez. Arrivent un peu plus loin, vous avez un représentant là-bas dans la commission. Très bien. Ça veut dire que vous pouvez être au courant de ce qui est venu de bureau. Je voulais aller plus loin pour dire que oui. Toutes les parties prenantes au processus électoral sont représentées du bureau de vote jusqu'à l'instance nationale. Et même dans le fonctionnement de l'ECAM, dans ils appellent ça comment, les bureaux locaux, il y a les représentants des partis politiques. Alors je ne comprends pas. Les antennes. La vérité ici, c'est quoi? C'est que l'idée que certains veulent insuffler à leur faiblesse sur le terrain, c'est celle de prendre l'ECAM comme un bouc émissaire. Vraiment, ça ne marche pas comme ça. Ah bon? Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on soit clair et honnête. Et je veux mettre... Vous parlez d'honnêteté là, Simon? Monsieur, vous parlez d'honnêteté? Écoutez, vous êtes honnête? Ce que vous faites là, c'est la malhonnêteté politique. Parce qu'on vous a laissé parler. Oui, on vous a laissé parler. Maintenant, vous voulez dissiper. Vous parlez d'honnêteté, Simon. Vous trouvez pris au piège. Vous parlez d'honnêteté? Je suis en train de dire ceci. Voici, prenez 10 jeunes, faites un sondage de 10 jeunes, demandez-leur de vous citer 5 partis politiques au Cameroun. C'est pas ça le plus important. 5. C'est pour avoir quoi? La première des choses, c'est la connaissance. Connaître un parti politique pour le voter. Ils ne vous citeront même pas, ils ne vous citeront jamais au parti d'Olinga. Ah bon? On vous dit. Vous le savez? Mais je le sais parce que même le téléspectateur a dit que je salue mon président, le président Olinga. Il ne parle pas de son parti. Okay. Mais
Tout le monde vous dit le RDPC. Même ceux qui disent ici, voilà, écoutez, lui, l'exercice de Simon, c'est de nous démontrer qu'il ne peut pas être, qu'il n'est pas possible que le procès verbal qui a été signé dans un bureau de vote soit changé entre temps. Écoutez, je fais un exercice ici. Depuis que nous sommes là, combien de fois chacun ici a parlé du RDPC? C'est une promotion. Au pouvoir. C'est une promotion. Ça veut dire que là où je suis là, je viens ici pour parler de mon parti. Nous en parlons. Et je donne des éléments qui concourent à son plébiscite. Et donc de ce fait, quand vous avez donc des hommes politiques qui passent de temps à longueur de jour, on est toujours pas dans le sujet. Je prends d'abord quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce qu'il est là? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur Aminou depuis Tibati. Depuis Tibati? Oui, monsieur. Allez-y, monsieur Aminou. Oui. Allez-y, vous avez la parole, monsieur Aminou. Oui, je vous suis en direct depuis Tibati. Oui, allez-y, vous avez la parole. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Aminou? Allez-y, parlez. Je voulais vous expliquer quelque chose que ces messieurs n'ont pas compris. Oui, vous m'entendez? Très bien, allez-y. Alors, monsieur Aminou, quand on appelle, on n'écoute pas par le téléviseur. Tout à fait. On écoute par le téléphone. Écoutez directement par votre téléphone et non à travers le téléviseur. Vous appelez ou baissez totalement le volume de votre téléviseur pour avoir une meilleure réception par le téléphone. Est-ce qu'on peut répondre à la question maintenant? Alors, le problème dont vous parlez d'une forme de décroissance d'engouement, c'est ça les questions. Et je vous dis que pour inciter les gens à aller au vote, il faut d'abord une meilleure communication. C'est la communication. Si vous faites une mauvaise communication, une communication de victimisation et de fragilité de votre parti, vous n'attendez pas que la jeunesse aille chez vous. C'est pour ça que les jeunes frappent chaque jour à la porte du RDPC. Parce que ce que nous faisons, c'est d'abord nous sommes installés dans tous les villages. C'est le parti qui est ce parti est même plus installé que l'Église catholique au Cameroun. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, il faut une politique de proximité. À partir de là, nous avons deux choses. Première des choses, nous avons l'atmosphère de la base. Ça veut dire que quand on fait ce qu'on appelle souvent nous appelons ça c'est des réunions trimestrielles, qu'on appelle les conférences de sections, cellules et autres. Nous avons donc l'état des lieux sur le plan social et politique et autres, et nous pouvons faire des perspectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez suivi le communiqué du SG, du secrétaire général du comité central, il y a quelques jours aujourd'hui, qu'est-ce qu'il disait? Nous avons deux objectifs. Il fixait le cap, il vous dit deux objectifs. Premier objectif, c'est de soutenir de façon inlassable les politiques de réforme. Mais après tout cela, attendez. Simon, on n'est pas en train de suivre un exposé sur le fonctionnement du RDPC de façon totale. Mais dans tout cela, on se rend compte que la masse électorale n'atteint pas 3 millions. Mais si elle n'atteint pas 3 millions, vous avez un seul parti politique qui fait un travail de sensibilisation, d'animation politique. Les autres vous disent que est l'ami du RDPC, les sous-préfets et autres, ainsi de suite. Comment vous pensez que vous avez 343 partis politiques et qu'il y a un seul qui vous dit que nous sommes en démocratie, donc allez opérer vos choix. Et que voilà ce que nous on vous offre. Entre-temps, les autres ne vous offrent rien. Ils vous disent que, depuis que vous avez le président, ils vous disent quoi? Ils vous disent que non, il est quand même son ami, tel ceci, ainsi de suite. Non, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. C'est pas seulement ce que j'ai dit. Dans la ce que nous arrivons à convaincre. C'est eux donc qui viennent. Ils viennent nous aider et nous parvenons même à prendre à puiser dans les autres parties. Merci. Alors, pour répondre au téléspectateur de Sambilima qui dit à raison que le RDPC est le seul parti qui a un maillage national,
a oublié que le RDPC a hérité du travail de son géniteur, l'UNC, qui avait assis sa notoriété sur tout le triangle national. Abou Anissé, qu'est-ce qui peut justifier ces chiffres-là aujourd'hui? Le RDPC dit que nous, on n'a pas beaucoup de problèmes parce qu'on travaille en permanence sur le terrain, nous on mobilise et que les autres ne le font pas. Les jeunes semblent se méfier des textes aujourd'hui. Anissé. Je crois que la décroissance des chiffres d'une élection à une autre a un lien fondamental avec le mécontentement des populations envers la classe dirigeante et l'ordre gouvernant. Parce que lorsque vous regardez la vie au Cameroun aujourd'hui, vous avez l'impression que les Camerounais ont été abandonnés à eux-mêmes. Vous avez l'impression que nous sommes dans un bateau où il n'y a pas de capitaine. Vous avez, lorsque vous parcourez les rues de Yaoundé, vous avez les ordures qui jonchent les rues. Tout à l'heure, on parlait d'électricité. Vous avez l'impression que l'électricité est devenue une denrée très rare pour les Camerounais. Tout à l'heure, on parlait également de l'inflation tout à l'heure. Je me réjouis quand on nous dise que l'inflation est un peu descendue à 2,6%, mais il faut également que les Camerounais ressentent ça sur le panier de la ménagère. Parce que si on nous parle d'inflation à 2,6% et que les Camerounais ne ressentent pas cela, je crois qu'il y a un problème. Donc, on a l'impression aujourd'hui qu'on vote des gens d'année en année et ces gens-là ne font véritablement pas le travail qui doit être fait pour que les Camerounais se sentent à l'aise. C'est la raison pour laquelle les gens ont tendance à abandonner les bureaux de vote pour aller élire ces questions. Mais là, ce n'est pas la solution. Si on opte pour l'abandon. Oui, c'est un diagnostic simple que je pose. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas la solution. Mais au-delà de cette raison-là, je crois qu'il y a une autre raison. Les offres politiques. Aujourd'hui, on a cité les partis, les plus grands partis au Cameroun, ou alors les leaders, permettez-moi l'expression, il y a le RDPC, le MRC, le PCN et quelques qui gravitent autour, le SDF, c'est vrai qu'il a perdu le poids de la bête, mais au-delà, les autres partis politiques qui devraient animer la scène politique, on ne les ressent véritablement pas. En dehors des plateaux de télévision, on ne ressent véritablement pas ces partis-là sur le terrain. Vous savez que j'ai peut-être la chance d'avoir fait au moins 8 régions sur 10. Mais vous allez vous rendre compte que le constat que nous faisons, il est poignant, mais il est réel. Jean-Jacques Zé, vous savez que la région de l'Est, c'est ma deuxième région. J'y ai passé pratiquement plus de 10 ans et j'y suis encore. Mais lorsque vous arrivez dans certaines localités de la région de l'Est, le seul parti politique que vous allez trouver, c'est le RDPC. Les autres partis politiques, on ne les entend que sur les radios et les chaînes de télévision, alors que les partis politiques devraient aller à l'encontre des populations pour leur permettre de savoir ce qui devrait se passer et faire même une éducation citoyenne comme Julio disait tout à l'heure. Mais au-delà de cela, je crois qu'il y a... Vous allez garder la main, on va aller rapidement du côté de la France. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce qu'il est là, notre compagnon du grand soir depuis la France? Allô, bonsoir. Allons-y, Anissé. Voilà, on peut faire le procès autant pour moi aux jeunes de ne pas participer suffisamment à la chose politique et même élective, mais en même temps, en même temps, il faut se questionner sur la politique électorale du Cameroun. Lorsqu'on parle du code électoral, lorsqu'on parle de l'âge de la majorité électorale, quelqu'un a dit sur ce plateau que les jeunes représentent pratiquement 70% de la population. Mais c'est incongru qu'on nous dise qu'on est majeur, par exemple, à 18 ans et qu'on doit attendre 20 ans pour voter. Vous savez, on parle toujours de l'expérience, la première expérience. Lorsque on va en classe de 6e, on a de l'engouement. Lorsque, c'est pas moi, on passe son premier concours, on a de l'engouement. C'est la même chose qui devrait se passer avec les jeunes. C'est-à-dire, si on ramenait peut-être l'âge à 18 ans, pour permettre à ce que les jeunes puissent avoir une certaine possibilité d'aller voter. Mais que les 20 ans votent d'abord aussi, parce que... oui, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Parce que quand on voit le nombre de cartes d'électeurs non retirées dans les bureaux de l'ECAM, c'est quand même impressionnant. C'est par centaines de milliers. J'allais y arriver. Oui. Alors, pendant que vous allez aborder la question, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Victor depuis Balmayo, dans le Bienso. Depuis Balmayo, on vous écoute. Bon, je veux rappeler au nom du RDPC que pendant les élections
présidentielle, il y a un parti politique qui est arrivé à Balmayo devant moi pour battre campagne au stade municipal où la barrière ne se ferme pas. On a trouvé un moyen de barrer, fermer. Une barrière qui ne se ferme pas d'habitude. Mais quand ce parti est arrivé, on a trouvé un moyen de fermer. On a trouvé moyen de fermer. Et jusqu'à maintenant, la barrière ne se ferme pas. Non, pardon. J'avais dit que le ministère allait faire la campagne ailleurs et on lui est chassé dans la ville. Il est venu vers nous et on lui est chassé. Le sac de provision. Ça, d'accord. Un cas pratique venant de Sangbilima. On parlait justement de Balmayo, la motivation des jeunes aujourd'hui qui s'inscrivent, mais qui après abandonnent même leur propre carte lecteur dans les bureaux de l'ECA. Oui, visiblement, c'est la même donne avec, vous savez qu'il y a de nombreuses cartes d'identité qui sommeillent dans nos commissariats. On ne comprend pas comment. Découragement. On ne comprend pas comment quelqu'un peut se lever de son propre gré, aller dans un poste de commissariat et faire établir une carte et l'abandonner de ce côté-là. C'est la même chose avec les cartes de lecteurs qui sommeillent dans les antennes et les cams. Mais sauf que là, on peut quand même justifier que c'est parce que les jeunes ne trouvent pas d'intérêt à aller voter qu'ils abandonnent ces cartes-là là-bas. Parce que est-ce que ça n'est pas trop facile? Est-ce que c'est pas trop facile de dire que les jeunes ne trouvent pas d'intérêt? L'intérêt doit venir de quoi? Ils disent tout ce qui souffre, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la route, ainsi de suite. La solution, c'est la carte et l'élection, mais ils ne trouvent pas d'intérêt. Ils veulent être nommés seulement. Mais Jean-Jacques, il y a une question d'éducation citoyenne. Et je crois que les partis politiques, la société civile que nous constituons, et même les autres organes devraient militer à former les jeunes à la citoyenneté. De savoir qu'on ne vote pas parce que on a reçu de l'argent pour un X ou un Y, de savoir que voter c'est un devoir citoyen de tout individu. Moi je suis parfois intrigué lorsque des fois ils m'appellent depuis le village et ils me disent qu'on veut inscrire les jeunes sur les listes électorales et il faut que chacun envoie un petit quelque chose, comme on dit généralement. Mais je demande cet argent va servir à quoi, puisque l'ECAM est payé et l'ECAM a le matériel pour pouvoir inscrire les... Mais ils vous disent que non, il faut réunir des personnes pour les inscrire sur les listes électorales et il faut payer à manger et à boire. Mais je me pose bien la question si nous sommes dans un pays où les gens veulent véritablement le changement. On a l'impression que, permettez-moi de chuter, on a l'impression que les gens veulent le changement de bouche, mais ils ne passent pas à l'action pour que ce changement-là arrive. Ils ne savent pas qui sont le changement. Ils ne savent pas qui sont le changement souhaité, bien évidemment. Allô, bonsoir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Jacques. Monsieur Basson, depuis la France. Depuis la France, on vous écoute. Alors, je salue tout votre panel. Je voulais tout simplement dire, Jean-Jacques, moi en 2025, j'ai constaté quelque chose. Il y a eu 8 millions d'inscrits. D'inscrits, et il n'y a eu que 4 millions de votants, Jean-Jacques. Oui. C'est du jamais vu. Alors, moi, l'objet de mon appel ici ce soir, c'est tout simplement pour appeler mes compatriotes à leur dire, notre arme, c'est la carte d'électeur. Parce que moi, très souvent, je suis étonné quand je discute avec mes jeunes compatriotes, ils me disent, mais moi, grand frère, la politique, c'est pas mon truc, ça ne va jamais changer. Et moi, je le comprends, Jean-Jacques. Je le comprends parce que, je vais vous dire quelque chose, Jean-Jacques. L'élection la plus facile, c'était celle de 2025. On allait prendre le pouvoir. Si on associait, si les partis d'opposition étaient tous ensemble, main dans la main, c'était l'élection la plus facile. Alors moi, ici ce soir, j'appelle mes chers compatriotes, mes jeunes frères. Il est anormal, Jean-Jacques, au Cameroun aujourd'hui. Les jeunes et les femmes sont majoritaires. Et que nous soyons dirigés par des gens qui ont presque 100 ans. C'est incompréhensible. De quoi se plaint-on? Jean-Jacques, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a de la politique. Les gens qui vous disent, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. L'éducation, s'il n'y a pas une bonne politique éducationnelle, on fait comment? Pour bien manger, une bonne politique agricole. Pour se soigner, une bonne politique sanitaire. Même pour parler, Jean-Jacques, une politique communicationnelle. Dans tout ce qu'on fait, Jean-Jacques, les infrastructures, la route. Et je suis très souvent étonné quand les jeunes frères me disent que maintenant, grand frère, laisse tomber, ça ne sert à rien. Alors, moi, je le dis. Il y a les élections municipales et législatives qui arrivent. Tout est possible. Il ne faut jamais se décourager. Tout est possible. Alors je les appelle ici à s'inscrire sur la liste électorale
et aller prendre les cartes de lecteur. Le moment venu, Jean-Jacques, allez s'exprimer. D'accord. Allez voter, c'est très important. Merci. En dehors de cela, c'est la guerre. Donc, merci. Il faut aller voter. Et c'est ce que nous ne souhaitons voilà, pas. merci et bonne soirée, Jean-Jacques. Merci beaucoup. D'accord. Merci d'avoir commencé en disant que l'arme qu'on a entre les mains pour le changement, c'est la carte d'électeur. Comment faire, justement, la question est là, comment améliorer la participation? Il faut faire quoi? Qui doit faire quoi? On dit que le système n'est pas crédible. On dit que les acteurs politiques ne sont pas crédibles. Il faut quoi? Je commence par Maurice. Écoutez, Jean-Jacques, peut-être il y a, avant de répondre à votre question, il y a peut-être un paramètre important qu'on n'a pas évoqué ici. Oui, allez-y. Parce que vous avez pris l'élection, le double scrutin législatif municipal de 2013, et vous comparez son taux de participation à celui de 2020. Un élément important, c'est que le MRC a boycotté. Oui. Et on a fait une campagne pour soutenir le boycott. Vous comprenez un peu? Okay. Donc, il était tout à fait normal que... Et vous savez que le MRC avait le vent en poupe. C'est-à-dire que c'était vraiment le pic de la popularité du MRC entre 2018 et 2020. Oui. Et donc, quand on a fait cette campagne-là, et on a dit au nôtre, c'est pas comme en 2025, puisque le président a demandé aux Camerounais d'aller voter en âme et conscience. Mais en 2020, on a dit on a donc là le jeu questionnable des acteurs politiques. Il faut préciser pour l'équilibre ici l'information que votre président, à la suite de cette action, s'est ravisé il y a quelques jours à l'occasion d'une conférence de presse, reconnaissant que ce fut une erreur. Dans tous les cas, l'impact est indéniable sur le taux de participation faible en 2020. Effectivement, donc ça explique également que ce taux-là était faible en 2020. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que l'État, comme ce n'est que des projets de loi qui passent, vous êtes fort, M. Metingue, je crois que le point, par exemple, l'un des points que nous avons proposé pour le nouveau code électoral, c'était de ramener l'âge à 18 ans. Vous ne pouvez pas condamner les gens, les jeunes, y compris à 15 ans, mais vous dites qu'ils ne peuvent pas élire leur président ou bien conseiller municipal à 18 ans. Donc, il faut ramener l'âge à 18 ans. Il faut également un bulletin unique, comme nous on a dit. C'est-à-dire que les gens vont commencer à s'intéresser quand ils vont sentir que le système est crédible. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que qu'est-ce qui gêne de faire un bulletin avec les photos de tout le monde? Et puis il y a un encre, un système biométrique aussi avancé. Chacun vient, il prend le bulletin, il coche. Parce que vous-même, vous savez que vous avez les billets de 10 000 dehors, vous dites aux gens, parce qu'à l'intérieur, voilà, le bulletin des autres, et puis on vous donne l'argent. C'est ce que vous faites, Metingue, c'est votre système. Non, vous déclarez le système. Vos militaires et ceux qui votent pour vous sont aussi vos amis au quartier. Mais les milliards que vous avez, il est donc possible d'améliorer par l'amélioration des textes. Il n'y a pas que le groupe de 7 partis politiques avoir fait des propositions, la société civile en a fait également. Et même certains militants mais l'élection Cameroun a fait des propositions. Et des propositions pertinentes. Nous disons que même l'élection Cameroun a fait des propositions pertinentes que nous avons au niveau de l'opposition adoubée. Mais malheureusement, justement... L'élection Cameroun est évaluée sur la base de... Mais malheureusement, justement, le pouvoir s'est arrangé à ne rien modifier du tout. Parce que le fait d'avoir des règles biaisées contribue justement à faire en sorte que ils gagnent les élections tranquillement, enfin gagner entre guillemets. Pour faire passer. Et puis il y a une disposition il y a une disposition pertinente. Une seconde, je vous en prie. Il y a la fameuse disposition qui se trouve dans la loi électorale, qui fait que c'est le PV de l'élection Cameroun qui fait foi. Est un problème. Nous avons identique aux autres. Non, monsieur, il est censé être identique. Il est censé, mais il ne pas dire problème. En cas de problème, c'est très souvent. Ça veut dire que très souvent, la loi veut indiquer qu'ils peuvent être différents. Voilà, justement, il faut que ces périodes soient différentes pour qu'il y ait contentieux électoral. C'est ça le problème. Nous disons justement que vous ne pouvez pas être dans un bureau de vote, vous êtes 5 concurrents.
vous signez le même PV, enfin, tout le monde le signe, y compris ceux qui organisent. Bien sûr. Et lors du contentieux, on vous dit que c'est celui de l'élection Cameroun qui fait. Ça veut dire que les exemplaires signés de tout le monde dans le bureau de vote, dont disposent les autres partis, ne sont que des chiffres inutiles. Donc, tous les PV doivent faire foi. On va avancer. Allô, bonsoir. Ah, vous avez encore quelques secondes. La dernière chose que je voulais dire, juste en 30 secondes, il ne faut pas également penser que, comme il a dit tout à l'heure, que quand un parti vient inscrire, non, ce sont ces militants qu'on va voter. Non, ce sont des Camerounais qu'on inscrit. Nous-mêmes, j'ai fait un travail formidable à Yaoundé 4 avec Anon Manga. On a sillonné tout Yaoundé 4 pour inscrire les gens avec des kits de l'ECAM. Et nous mettions de l'argent pour le faire. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Jean-Jacques. C'est monsieur Monsieur Maurice Mbargandifo, je souhaiterais intervenir à l'émission. Allez-y, Maurice, vous êtes déjà en direct. Ok. Bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir. Et bonsoir à tout le panel. Allez-y. Oui, bien avant même de répondre à la question de comment faire pour améliorer la participation de la jeunesse et de toute la population pour des élections, il y a des éléments de base qui sont très importants. Lorsque vous avez une jeunesse qui est réduite à l'alcool, au sexe, au jeu de hasard, une jeunesse qui est réduite, n'est-ce pas, à conduire la moto, à faire des petits métiers, comment une jeunesse pareille peut penser aux élections, comment une jeunesse pareille peut penser à aller s'inscrire et aller retirer les cartes d'électeurs. Donc il faut d'abord assainir, il faut apporter un minimum, n'est-ce pas, de bien-être à la population afin que cette population puisse être lucide et comprendre le bien fondé qu'il y a à contribuer pour la marche politique de son pays. Sinon, tout ce dont vous dites sur le plateau là ne va se limiter que sur le plateau, mais sera applicable à des échelles vraiment très minimes. Oui. Donc, une jeunesse, comme je le disais, réduite à conduire la moto pour se faire un peu de sous. Une jeunesse qui doit se battre sous le soleil, réduite au whisky en sachet, réduite à toutes ces dérives que nous connaissons. Je ne pense pas qu'elle peut avoir la conscience politique. Elle peut me comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas, voter? Qu'est-ce que ça veut dire choisir son leader local, et ainsi de suite. C'est la contribution là que je voulais apporter. Merci. Merci beaucoup d'être passé par ici, monsieur Mbarga. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Monsieur? C'est monsieur Thierry depuis Saint-Mélima. Allez-y, Thierry de Saint-Mélima. Ok, bonsoir à tout votre panel GGZ. Intervient là suite aux déclarations du représentant du RDPC qu'il se vante d'avoir du fait que le parti travaille sur le terrain. Je me demande bien de quel travail ils font sur le terrain. Je suis ici à Saint-Mélima et on le vit tous les jours. Les partis politiques de gestion sont interdits de toute manifestation sur le terrain. On en a vu encore des plaques du MRC par exemple qui ont été arrachées dans des environs ici, là. Les représentants molestés et tout ça, et c'était fait même par le chef du village. On a vu ça ici. Donc, du coup, je ne sais pas ce que les gens du RDPC nous racontent tous les jours. On travaille sur le terrain. On doit bien comprendre de quel travail il s'agit sur le terrain. Qu'on essaie d'organiser les règles du jeu normalement, et il y aura une plus grande participation, un grand engouement. Donc, qu'on arrête de nous... C'est clair. Merci Thierry de Saint-Mélima. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Jacques. Le débat est tellement passionnant, si bien que je me viens pour dire que le devoir civique est manifester un choix de la raison que... Alors, on a des problèmes, des soucis pour entendre ce que vous dites. Je prends rapidement quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Vous êtes déjà en ligne? Allez-y, on vous écoute. Alors, Simon, on écoutait les uns les autres. Il y en a même qui doutent que vous fassiez le travail dont vous vantez de faire sur le terrain et qu'il y a beaucoup d'anti-jeux
sur le terrain, notamment des partis politiques qui sont interdits d'activité dans certaines circonscriptions. Il nous prend l'exemple même de ce chef de village qui avait arraché la plaque du MRC, où on a vu Bello Bouba avoir des problèmes même pour faire un meeting à Ibolova. C'est des anti-jeux qui profitent au RDPC. Je tiens à vous rappeler que le professeur Maurice Kamto a battu campagne à Ibolova à 100 millimètres. Vous ne nous avez pas interdit d'entrer au Sud en 2019. Je voudrais dire que... Vous nous avez interdit d'entrer au Sud en 2019. On vous a écouté. C'est comme ça que ça se passe. Même vous nous avez bloqué à 14 km de l'entrée du Sud. Écoutez... Avec la complicité des autorités administratives et policières. J'ai l'impression que sur ce plateau... Non, forcément, il devait réagir parce que le MRC... Le MRC a battu campagne en 2018 à Ibolova. Mais en 2019, parce que c'était l'élection présidentielle. C'est-à-dire que, voilà, ces 2 semaines, on laisse aux gens quand même la liberté de circuler. C'est encadré. Mais le temps d'aller installer les unités, installer les structures du parti, vous nous avez bloqué en 2019. En temps normal, quand ce n'est pas des élections, vous ne pouvez pas vous... C'est toi qui avez la parole. Oui, alors si vous n'avez pas travaillé avant l'élection, on vous empêche de travailler. Et pendant les 2 semaines, là, on vous dit, ok, allez rencontrer les gens. Nous ne sommes pas des partis, comment on va dire, qui faisons du militantisme saisonnier. On veut être là tous les jours. Aller sur le terrain installé. Mais avec les complicités des gens. Merci pour cette réaction. Merci pour la réaction. Maintenant, Simon peut répondre. C'est sur les plateaux que vous êtes fort. Dans mon village, il y a la plaque du RDPC. Là, quand vous arrivez, il y a une plaque. Je vais aller pendant les vacances aussi. Non, je vais aller pendant les vacances, comme je fais mon championnat. Je vais également couper ça. Non, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Faites plutôt un bon selfie et envoyez-nous le selfie. Que chez nous, il y a la démocratie. On va apprécier. Comme vous faites ça chez les gens. Ils vont aller faire ça chez nous. Alors, Simon, voilà. Comme vous dites que le MRC a son fief chez lui. Non. Et que le MRC n'est pas un parti national. Non, je voudrais qu'on aille plus loin. Je voudrais dire que il faut être sérieux. Voici un parti qui vous dit, et j'ai parlé de communication. Voici un parti qui vous dit qu'il avait le vent en poupe. Mais ils ont battu campagne pour qu'il n'y ait pas d'élection. Pour le boycott. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça. Et vous vous demandez, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est ça le problème, c'est votre ambivalence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous sentez faible, vous voulez tout gâter. Non. À l'époque, on a donné des raisons pour lesquelles nous n'allions pas aux élections. On a donné les raisons. Je voudrais parler, laissez-moi continuer. Je voudrais dire que ceux qui parlent, ils vous disent qu'on a arrêté tel assemblée, on a arrêté tel endroit, ainsi de suite. Et c'est faux. C'est de suite. C'est des personnes qui font la politique au téléphone. Ils font la politique sur WhatsApp, sur Facebook. Parce que si vous allez à Facebook, c'est des outils aussi là, en politique. Oui, bien sûr. Non, mais il faut comprendre très bien. Le président national du RDPC on pose, et il a dit qu'il faut perdre des followers. Passif. Il faut perdre de mauvais followers même aussi. Non, passif. Il a dit que non. J'utilisais passif. Passif. Vous êtes en train de dire qu'il y a un mauvais. Ce n'est pas la présidence, ce n'est pas la présidence. Critiquer ceux qui sont actifs. Président, souffrez. Je sais que ça brûle, mais souffrez quand même. Je suis en train de dire ceci, Jean-Jacques. Une élection est scientifique et technique. Ce n'est pas parler. Vous ne pouvez pas gagner une élection locale si vous n'êtes pas représenté sur le terrain. Et c'est ce que vous dites. Ils ont des problèmes à pouvoir installer même les représentations de leur parti. Et ils ne sont pas seuls. Et ils ne sont pas seuls dans cette situation. On a vu Cabral Libi bloqué, alors qu'il voulait même seulement faire un compte rendu par vous ne pouvez pas m'empêcher. Je prends un cas de figure. Comment les religions, les nouvelles religions sont entrées, alors que l'église catholique était représentée? Je suis chez moi. Je décide de quelle obédience politique je vais adhérer et je peux l'implanter chez moi. Et personne, je vais vous dire une chose. Voici des gens. Vous verrez le chef. Vous verrez le chef venir arracher la plaque. Ce n'est pas la querelle que vous et moi. C'est la réalité. Nous installons les gens dans le village et une semaine après, ils ne sont plus là-bas. Ils sont pourchassés par les chefs. Ce n'est pas la querelle. Je vous dis, nous suivons. Oui, justement, sur le plateau, je me querelle parler. Très bien. Écoutez, vous dites la réalité. Je vous ai suivi parler. Laissez-moi parler. Je suis en train de dire ceci. Vous dites même quoi? Cette
Voilà que donc on parlait. Je dis ceci. Vous perdez du temps. Voici, ce débat montre clairement pourquoi est-ce que certains jeunes sont en retrait. Vous avez des gens qui pleurent tout le temps. On veut. Ils vous disent qu'on veut un bulletin unique. Oui. En France, il y a les bulletins uniques. Il n'y a pas d'élection là-bas. C'est pas transparent là-bas. Aux États-Unis, il y a les bulletins uniques. On a pas vous voyez, voilà le même jour en soirée. Il y a une on a les résultats. On attend un mois là-bas. Une sagesse chez les vous donnez les écoles qui dit que quand votre chien ne sait pas chasser, il vous finit au sac de provisions. En réalité, nous avons des gens qui sont de bons parleurs. Mais ils croient que la politique, c'est parler. La politique, c'est implanter, animer. Voilà les deux mots. Implanter et animer. Ça veut même dire si vous montez les chefs. Gardez le flambeau ardent allumé. Ça veut dire quoi? Ça même veut si dire vous dites aux autorités, si vous prenez nos statuts, vous regardez le fonctionnement de la cellule du comité de base sous-section, vous allez vous rendre compte que chaque cellule se réunit 4 fois l'an. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut animer la base, donc des petites portions de territoire. Empêcher les autres d'animer la base. Simon, vous êtes effectivement animer la base et empêcher les autres d'animer leur dit parce que vous cassez les bases, vous déposez, vous interdisez les armées. Dans certaines circonscriptions. Chaque fois on dit aux interdisés. Le RDPC n'a interdit. Vous savez la différence entre le gouvernement et l'administration, les électorales. Alors, permettez, 30 secondes. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, M. Jean-Jacques, c'est M. Emmanuel qui appelle depuis Romaban. Emmanuel de Romaban. Bienvenue, on t'écoute. Bon, je voulais dire que l'opposition nous énerve et à nous autres. Et qui il ne faut pas te fâcher. Je suis quand je vous dis ça. L'opposition est vraiment sur les débats de télévision. S'il n'y avait même pas les débats de télévision, mais ils doivent donc faire comment? Ils vous disent que sur le terrain, vous interdisez les meetings. On casse les plaques de ceux qui... Nous installons des gens. Moi, je parle là à titre personnel. Pour que les gens un président de sous-section, avant une semaine, d'accord, on a déjà chassé du village. Vous faites comment? Sérieux là? Emmanuel, vous avez entendu le président Olinga. Oui. Revenir sur les difficultés que les partis politiques de l'opposition ont sur le terrain. Les meetings sont rarement autorisés. L'installation des bureaux et autres, c'est toujours assez problématique. Alors, il leur reste peut-être les plateaux télé. Au moins, vous les écoutez là. Voilà. Monsieur Jean-Jacques, je vais vous prendre un exemple simple. Voici les élections des députés et des maires. N'est-ce pas, quand on lit, tout le monde connaît les résultats? Pourquoi ils ne veulent pas investir les gens qui font le désordre partout pour rien? Donc, en conclusion, je dis l'opposition énerve. Ça va alors. Non, ce qui ne fait pas aussi, c'est que ça va rester confiant. C'est qu'il ne fait même pas la différence entre l'élection législative. Parce que l'élection législative, écoutez, ça c'est pédagogique. Nous disons aussi, parce qu'il a semblé faire l'amalgame là. Oui. Les législatives sont proclamées toujours par le Conseil constitutionnel. Donc on ne les proclame pas, tout le monde voit. Oui. C'est les municipales qui sont proclamées au niveau du tribunal du département. 30 secondes pour chuter, on n'a plus de temps. Moi je voudrais dire que, et là je parle à mes camarades militants, sympathisants du RDPC. Là vous profitez de la télé. Oui, mais c'est aussi un moment de... D'accord. Nous avons, le secrétaire général tu ne leur parles pas sur le terrain là. A dit, nous avons 2 missions. La première, nous la faisons déjà soutenir le président dans les réformes. Deuxièmement, nous devons renforcer notre présence dans les assemblées électives, notamment l'Assemblée. Nous devons avoir 180 députés, comme on a eu 70 lors des sénatoriales et 360 mairies. Donc, nous tous, on doit... Le message est passé. Le message est passé. Vous avez les cadeaux pour faire passer ce genre de message. Est-ce que le problème n'est pas parce qu'on amène la question d'amélioration de la participation sur le terrain purement politique? Est-ce qu'il peut être réglé sur le plan institutionnel?
Oui, c'est une option, Jean-Jacques. C'est une option, mais moi je continue de croire. C'est vrai que les policiers sur ce plateau nous ont éloignés du vrai débat. Je reste convaincu que débat. Si les Camerounais étaient au courant que la décision qui impacte le plus leur vie, leur quotidien, est prise au niveau de la mairie, par exemple, et bientôt au niveau de la région, ils s'intéresseraient plus à la politique. Plus un citoyen ressent l'impact d'une décision politique sur son quotidien, plus il est intéressé aux questions de vote et tout le reste. Donc il est question pour nous de dire au Camerounais, Jean-Jacques, que pour l'élection qui arrive, en fait, la décision utile, la vraie, est prise au niveau de la mairie. Il faut prendre d'assaut les mairies. Ça implique qu'on s'inscrit sur les droits, ça implique qu'on vote et qu'on suivait le vote au moins venu. Pour revenir rapidement à la question sur laquelle les deux sont tirés dessus ici, un PV est censé être identique chez toutes les parties qui ont été dans le bureau de vote. Mais je dis et je maintiens encore, il existe qu'il y ait des cas de PV différents, mais ceci en complicité avec les représentants des partis politiques, des différentes parties dans ce bureau de vote. Il faut qu'on le dise clairement à ceux qui nous regardent. Pas toujours. Complicité et des partis d'opposition qui parfois acceptent la modification des procès-verbaux. Même au niveau moyennant quelque chose. Moyennant quelque chose, bien entendu. D'accord. Il faut le dire. Et maintenant, Eleka fait toutes de bonnes propositions. Hein. Eleka est d'ailleurs très triste lorsque les gens ne s'inscrivent pas. Ils sont évalués sur la base de l'activité et des propositions. C'est pour ça qu'ils font des propositions pertinentes. Quand il n'y a pas d'activité, Eleka est en mal. Donc, ils sont toujours en attente des Camerounais qui viendraient s'inscrire sur les électorales. Il faut encourager. Alors, moi, je reste sur au niveau de l'éducation. Anissé, au niveau de l'éducation politique, on a des élections locales qui arrivent. On a l'impression qu'on reste encore dans la gestion de la présidentielle. On se souvient encore des gens qui vont déposer les recours à gauche et à droite, alors qu'on a une élection locale pour laquelle il faut faire une communication précise de proximité pour dire que vous avez le pouvoir. Le pouvoir maintenant c'est la mairie, mais on n'a pas ce genre de communication venant des partis politiques. De certains. Le pouvoir c'est la mairie, le pouvoir c'est aussi l'Assemblée nationale et surtout l'Assemblée nationale. Parce que certains ont tendance à croire que lorsqu'on organise une élection présidentielle, il faut tout de suite sortir et lorsque les élections sont locales, alors on se tait. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir une centaine de partis politiques prendre d'assaut, c'est-à-dire les mairies pour certifier les éléments et aller candidater à l'élection présidentielle et ne pas candidater à l'élection municipale et législative. Parce que, ça il faut le dire avec emphase, si l'opposition était majoritaire à l'Assemblée nationale, on n'aurait pas eu la loi sur l'électorat serait améliorée. La loi électorale serait améliorée. On ne parlerait pas de poste de vice-président aujourd'hui qui est contesté. Mais c'est parce que le pouvoir en place est majoritaire à l'Assemblée nationale que cette loi est passée comme une lettre à la poste. Donc il faut véritablement sensibiliser les populations. Et ce travail de sensibilisation-là incombe toutes les parties prenantes. Non seulement les partis politiques, les organisations de la société civile et même l'Église. C'est vrai que lorsque l'Église s'y mêle, certains pensent que non, l'Église en fait trop. Mais je crois que c'est un mauvais procès qu'on fait à l'Église parce que l'Église est un partenaire social de l'État. Et à partir du moment où l'Église est un partenaire social de l'État, elle devrait donner son avis sur la marche ou alors la gouvernance de l'État. À partir du moment où vous êtes un leader, par exemple, vous savez la déferlante qui s'est créée après la déclaration de l'évêque de Yagua. Je pense que c'est un citoyen normal qui devrait donner son avis. Parce que lorsque vous êtes un leader, vous demandez à chaque fois les populations d'aller s'inscrire sur les listes électorales. À un certain moment, les populations vous diront vraiment, mon père, nous sommes fatigués d'aller s'inscrire sur les listes électorales alors que le résultat est connu à l'avance. Donc, il faut tenir un langage franc envers les populations que vous demandez à aller s'inscrire sur les listes électorales. Je crois que c'est cela, c'est en cela que constitue la sortie de l'évêque de Yagua. Mais au-delà de cela, je parlais tout à l'heure de la majorité électorale. Parce que si la majorité électorale revient à 18 ans, je crois qu'on aura beaucoup plus de jeunes qui seront inscrits sur les listes électorales. Le nombre d'inscrits sur les listes électorales augmentera et on aura une participation assez importante que à l'élection, non seulement de 2018, de 2020 et de 2027. Et je crois qu'on pourra avoir une certaine clarté sur les chiffres. Je voudrais dire aux communicants du RDPC que le découragement des jeunes n'est pas dû au manque de communication, mais plutôt au découragement. En passant, vous connaissez les jeunes des villages pendant les campagnes, après les élections. Que faites-vous de ces jeunes-là une fois que vous êtes venus faire la campagne électorale et que c'est passé?
ou les abandonner? Pourquoi le RDPC n'a pas gagné les élections en 2025 hors du Cameroun alors qu'il quadrille tout le terrain dans le monde? Merci pour la question. Nous reviendrons forcément dessus. Bonsoir. Non, pas gagné dans le plateau non plus. Oui, mais bonsoir au plateau. On prend juste une dernière, Monsieur le Président. Bonsoir le plateau. Le RDPC a embastillé même les hommes en tenue. C'est Baptiste à Yaoundé qui parle. Est-ce que les partis politiques peuvent mobiliser à partir de maintenant? Bientôt, on va convoquer le corps électoral. Oui. Moi, je crois qu'il faut mobiliser. Et je le dis d'ailleurs, mes partisans savent, pour ceux qui veulent être candidats aux municipales ou aux législatives, qu'il faut déjà s'apprêter. Il faut s'apprêter. Nous sommes déterminés cette fois-ci avec ceux qui veulent être députés et puis des conseillers municipaux, des mairies. Nous irons à ces élections-là. Et je demande d'ailleurs qu'il y ait autant de listes que possible. Nous allons présenter ceux de nos compatriotes qui seront prêts justement à aller à cette bataille. Maurice. Oui, mais Jean-Jacques, je voulais sortir, je m'en voudrais de ne pas dire ce message des populations de Yaoundé 4 qui veulent battre le RDPC dans quelques mois là. On va les battre parce qu'ils ont un adjoint maire là, à Yaoundé 4, à Ekonou, qui vit de mon côté. Donc vous l'avez neutralisé. Il y a 2 ou 3 papas qui vivent, qui sont les voisins, et qui me disent que le maire, au lieu de gratter notre route, parce qu'il y a les engins quand même là-bas, il va gratter notre route, il drague plutôt les femmes. Il est devenu l'homme le plus beau. On a fini. Voilà, il a arraché la femme de son Maurice. Il a épousé de son frère du village. C'est la calomnie. Non, vraiment. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Il n'y a pas de main n'est pas là. Il n'y a pas de non, on a fini. Vous dites que même les le message que vous avez de l'élection est gagné la mairie. On a fini. C'est pas possible.